Bon, je vais essayer de vous déposer comme ça il faut que je prenne le temps là de regarder les corrigés des exercices qu'on a fait au moins ici, parce que les autres, je suis pas sûre que je les ai tous pris sur les ordi de l'école. Il faudrait que je vois ça. Il faut que je les recode. Bon. J'aimerais bien avoir exactement la même chose que ce qu'on a fait ensemble. Donc, je vais voir ça. OK. Mais encore une fois, attention, la consigne, c'est plutôt pas de correction, parce qu'on ne veut pas que vous ayez... Enfin, c'est vrai qu'en programmation, il n'y a pas forcément de solution unique, donc on ne veut pas non plus vous contraindre complètement, que vous ayez l'impression que si vous ne faites pas exactement... Surtout que moi, par exemple, je ne code pas comme M. Didler. Vous avez remarqué, je ne sais pas si vous remarquez, non, vous ne l'avez pas en TD. Il code beaucoup avec des fonctions inline. Il utilise systématiquement les setters et les getters, alors que, bon, moi, j'évite puisque ce n'est pas trop le principe objet, etc. Donc, on ne veut pas vous formater dans forcément une conception unique des trucs, quoi. Mais bon, je vais essayer d'en mettre quelques-unes, OK. Alors, juste pour vous lancer, là, parce que, bon, je ne sais pas qui en est où, là, à distance. Donc, le modèle, quand même, du 304, parce qu'il faut le coder, effectivement, ce 304, avant de passer au TD4, c'était tout simplement ça. Voilà. Donc, bon, au départ, on demandait juste une classe personne avec un champ célib, en fait, enfin célibataire, qui disait si la personne était célibataire ou pas, un booléen. Et puis, en fait, rapidement, voilà. J'augmente ça. On demandait maintenant, ajouter maintenant la possibilité à une personne d'avoir un conjoint. Et donc, ça veut dire qu'une personne est liée à une autre personne. Et ça se traduit effectivement, ça, par un pointeur sur objet. Donc, ça va se traduire, cette association réflexive, par le fait que dans la classe personne, en plus des attributs, on va dire de type simple, enfin, relativement simple, parce que la date, ça peut être une classe date, mais c'est vraiment une structure en fait. Par un attribut de type pointeur sur objet. Une personne, en fait, possède un pointeur sur une autre personne. Si la personne est célibataire, ce pointeur est à nul. Si elle ne l'est pas, il pointe sur le conjoint. C'était ça le principe. Et là, la différence par rapport au 303, c'est qu'effectivement, c'est de l'agrégation. C'est pas de la composition. Parce que quand si une personne divorce, évidemment, on ne va pas détruire son conjoint. Donc, c'est vraiment une association équilibrée. Il n'y a pas de domination d'une personne sur une autre. Et donc, l'existence des deux personnes, des deux objets, n'est pas liée. Je vous rappelle que le principe de la composition, donc ce qu'on a vu à l'exercice d'avant, où c'était quoi? C'était un segment qui était composé de points. Donc là, vraiment, chaque segment avait ses propres points à lui. Quand on délivrait le segment, on devait détruire ses points. Et un point ne pouvait pas être partagé entre plusieurs segments, de manière à ce que quand on déplace un segment, ça ne déplace pas les autres qui avaient une extrémité superposée. Bon, là, ce n'est pas le cas. Alors, effectivement, une même personne ne peut être le conjoint que d'une, a priori, en tout cas, selon notre réglementation, que d'une autre personne. Donc, il y a l'unicité. Il n'y a pas de partage de composants, ça par principe, mais les cycles de vie sont pas liés. Quand on va détruire, les personnes, elles existent avant d'être liées. Quand on détruit une personne, on ne détruit pas son conjoint. Donc, ce n'était pas de la composition, c'est de l'agrégation. C'est ça qui était important à comprendre. Et l'agrégation, du coup, ça se traduit forcément par un pointeur. Parce que si vous déclarez, comme on l'a fait pour les segments et les points, directement des objets points, des déclarations automatiques dans la classe segment, automatiquement, quand on détruit le segment, tout ce qui est déclaré de manière automatique dedans est détruit. Tous les emplacements qui sont à l'intérieur du segment, donc les emplacements pour les points, sont détruits. Donc, l'agrégation, ça se traduit forcément. Donc, se traduit par un pointeur. Par un attribut, en fait. Mais madame, là, l'attribut célib, du coup, c'est celui-là qui va être un pointeur et qui va pointer... Non, alors en fait, ça, je l'ai mis là juste parce que c'est ce qu'il demandait dans la première partie. Alors, regardez, dans la première partie de l'exercice, il demandait juste de traduire, de faire une classe qui permettait de traduire cette phrase. Et ça, c'est parce que j'ai interprété l'énoncé. Voilà, il disait booléen, si une personne est célibataire ou non. Et puis après, il dit de rajouter la possibilité d'avoir, de ne pas juste dire si c'est célibataire ou pas, mais d'avoir un conjoint. Alors, c'est vrai que peut-être qu'il faut préciser l'énoncé, c'est d'avoir un conjoint et du coup d'avoir accès aux informations sur le conjoint, en fait. Vraiment que les deux personnes soient liées. Et c'est là où, du coup, il faut mettre en place un pointeur. Et donc, c'est vrai que quand on met en place donc cette association,
Et ben du coup, le booléen célib, il est plus vraiment utile parce que comment est-ce qu'on sait si une personne est célibataire? Tout simplement en regardant si le pointeur est à nul ou pas. Hein. Donc c'est vrai qu'on peut le repréciser ici. Hein. Donc je vous le marque. Hop. Donc, le champ célib. Le champ donc célib devient inutile. Pour savoir si une personne est célibataire, il suffira de regarder si le pointeur est à nul ou pas. Hein. Je vous le marque, mais bon, je vous laisse le temps en même temps de commencer à coder ou à reprendre la classe hein, si vous ne l'avez pas. En fait, moi, ce que j'arrive pas à faire dans cet exo, c'est gérer justement là ces pointeurs qui vont. Comment on fait que, par exemple, si j'ai une personne P1 et une personne P2, donc deux objets différents, comment je fais pour qu'il y ait un pointeur qui pointe sur l'autre personne? C'est-à-dire que quand une personne va se marier, en fait, il y a plusieurs manières de le coder. Mais du coup, en P1 se marie à P2, P1 point marié, on va appeler une méthode mariée, et on va passer en paramètre le pointeur sur l'autre personne avec qui elle se marie. Vous voyez? Hein, et du coup, on va raccrocher. On a deux personnes en mémoire. Hein. Donc, on a les adresses mémoire avec les informations sur les personnes. Hop, tout à coup, elle se marie ou elle se pacte, j'en sais rien. Enfin bon, bref, elle s'associe, on va dire ça comme ça. Elles s'associent, donc elles doivent se connaître. Hein, l'idée, c'est ça, c'est qu'on d'une personne, on veut pouvoir retrouver les informations sur l'autre. Et donc, ça veut dire qu'il faut passer le pointeur sur l'autre personne en paramètre à la méthode mariée. Vous voyez? Donc, alors là, effectivement, il y a plusieurs manières de le coder. Hein. Soit on va dire on va passer par une des personnes pour dire qu'elle se marie à une autre. Et du coup, il faudra prévoir attention de raccrocher également le pointeur de l'autre à la première. C'est-à-dire que je vais faire pointer P1 sur P2, il ne faut pas oublier de faire pointer P2 sur P1. Hein. C'est une association réciproque, hein, voilà, symétrique. Bon, ça, c'est l'approche réellement objet. C'est vrai qu'on là, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on dirait que P1 va se marier avec P2 et pas que P2 va se marier avec P1? On peut faire les deux, en fait. On pourrait imaginer que, du coup, ce soit un sous-programme extérieur qui prend en paramètre deux pointeurs sur personne hein, et puis qui raccroche les pointeurs. On va regarder ça. On va peut-être coder un petit peu si ça vous pose problème. Ou bien vous voulez, je ne sais pas, si vous voulez qu'on code directement ou me montrer ce que vous avez fait pour que je vous dise ce que j'en pense, peut-être. Celui qui me parle, hein. Moi, j'avais essayé plein de pistes différentes, mais c'était pas du tout ça, quoi. Donc, j'avoue que là, mais vous aviez fait comment? Je sais pas, j'avais essayé dans les attributs là de déclarer un int étoile, puis j'avais essayé de les raccrocher entre, mais je sais pas. Justement, je sais pas comment faire. C'est pour ça que je vous demande. On va faire ça. Inter qui pointe sur le conjoint. C'est ça l'idée. Voilà. Donc, alors, on va essayer de coder ça. Alors, ceux qui ont réussi à faire l'exercice, évidemment, vous avancez sur le TD4, hein, mais je pense qu'effectivement, c'est important quand même de faire cet exercice-là. Donc, je prends le temps de faire vu que on l'a corrigé dans aucun des demi-groupes de TP. Alors, donc, on peut faire ça. New project, évidemment. On va créer un projet, on va repartir du début, ça va vous remontrer un petit peu comment est-ce qu'on fait tout ça. Non, là, je suis en cours de C++, oh là là, je passe de l'un à l'autre. Alors, c'est quoi? C'est le 304. Hop. Est-ce que vous utilisez, d'ailleurs, on va regarder, tiens, je sais pas dans cette nouvelle version, est-ce que c'est bien fait ou pas? On va regarder ensemble. Plutôt que de créer à chaque fois le header et puis le... là, j'ai un nouveau projet, hein, parce que jusqu'à maintenant, à chaque fois, c'est vrai que vous créez un nouveau fichier header, puis un nouveau fichier source, etc. Vous savez qu'on peut faire new class? Je ne sais pas si vous avez vu ça. New class. Oui. Hop. Voilà. Hein. Et ça va automatiquement générer à la fois un source et un header. Donc, on l'appelle personne. Alors après, on peut préciser plusieurs choses. Est-ce qu'il faut un destructeur? Non, là, il n'en faut pas. Alors, je sais que dans votre cours, on en met toujours un par défaut, même s'il ne fait rien. Mais là, a priori, même,
attention, il va servir à rien le destructeur. Il ne faut surtout pas se dire quand je détruis une personne, encore une fois, je libère le pointeur sur l'autre personne parce que là, vous allez éliminer l'autre personne. Quand deux personnes vont voilà, si deux personnes se séparent, je veux dire, comment dire, on ne détruit pas le conjoint. Et puis, si une personne disparaît, malheureusement, on ne détruit pas le conjoint non plus. Donc, attention. Le rôle du destructeur, je le rappelle, c'est quand on a des objets, effectivement, qui pointent sur deux objets et que un objet A qui pointe sur des objets B, par exemple, et quand on détruit A, on veut détruire les objets pointés par A, donc les objets de type B. Dans ce cas-là, effectivement, on va coder dans le destructeur le delete des objets pointés. Mais ici, surtout pas. Donc, a priori, il n'y a pas de raison de mettre un destructeur. Constructeur. Après, vous verrez petit à petit, vous n'avez pas encore vraiment vu les constructeurs par copie. Là, il n'y a pas de raison, on ne va pas faire des copies de personnes, il n'y a pas d'héritage encore, etc. Et puis ici, on peut indiquer s'il faut rajouter des getters ou des setters. Alors, moi, je ne suis pas pour rajouter automatiquement les getters et les setters, principe d'encapsulation. Si on met les données en privé, ce n'est pas pour mettre systématiquement des getters et des setters, je le dis à chaque fois. Je sais que dans vos cours, en général, il y en a à chaque fois. Mais bon, moi, j'aime pas trop. On réfléchira ensemble à quel getter, quel setter, s'il faut. Bon, voilà, on va upgrade directement. OK. Et vous voyez que du coup, alors attention, du coup, ça fait des sous-dossiers. Bon, ça crée directement. Bon, là, il n'y a pas grand-chose, mais le canevas de la classe. Voilà. Donc, a priori, vous savez qu'il y a même des générateurs à partir de diagrammes de classe UML qui, du coup, génèrent pareil, comme ça, le canevas des classes. Et là, pour le coup, si j'avais eu un tel générateur avec mon petit diagramme de classe, automatiquement, dans la classe personne, du fait qu'il y ait une association comme ça m'aurait mis un pointeur sur personne. Là, ça ne le fait pas, parce que là, on n'a pas ce niveau de truc. Donc là, bon. En plus, ça met les publics avant les private, donc ça, c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire, mais enfin, peu importe. Donc, une personne, elle est caractérisée par un prénom, un nom. Il me semble qu'il y avait également un nom. Qu'est-ce qu'on avait ? Il y avait une date de naissance. Prénom, nom, année. Année de naissance, juste. Bon, on va mettre un int. Année de naissance, alors. Je sais plus. Et du coup, madame, tu vas pas les M underscore, là ? Ouais, si, il faut que je les mette. C'est vrai que c'est pas obligatoire, donc c'est moi j'oublie. C'est la convention, mais c'est rien obligatoire. Il y aura un booléen pour savoir s'il est célibataire ou pas. Alors, c'est ce que je disais. Il n'est pas forcément utile à partir du moment où, du coup, on a ce pointeur sur le conjoint. Parce que de toute façon, si la personne n'a pas de conjoint, si elle est célibataire, elle n'a pas de conjoint, le pointeur est à nul. Donc, on peut le mettre, si vous voulez, mais c'est pas, voilà, je vais le marquer en commentaire, inutile. On peut consulter le pointeur sur le conjoint. Ce qui est effectivement, donc je le répète, l'association réflexive, mais tout comme toutes les associations en fait. Une association entre deux classes va se traduire par la présence d'objets ou de pointeurs sur objets dans les attributs. Il se trouve que c'est une association réflexive. Donc, contrairement par exemple à l'exercice d'avant où dans la classe ligne, un segment, on avait des attributs de type point. Là, on a un attribut de type pointeur sur personne. Pointeur parce que ce n'est pas une composition. Donc, une personne ne possède pas son conjoint. C'est deux choses indépendantes qui peuvent exister l'une sans l'autre. Donc, du coup, il faut passer par un pointeur. Donc, je vais l'appeler M conjoint. Oui, aussi, des fois, j'oublie les M. Je vous rappelle, ce n'est pas obligatoire. C'est une convention d'écriture. Mais c'est vrai que je ne les mets pas toujours. Donc, voilà comment ça se traduit, tout simplement. Alors, dans les constructeurs... Alors, le problème des constructeurs, c'est pareil. C'est que, voilà, vous avez tendance, et dans le cours également, c'est vrai, à toujours prévoir un constructeur par défaut. Alors, c'est vrai que c'est utile quand on veut créer, par exemple, des vecteurs, des choses comme ça, pour des containers d'objets, mais d'objets en dur, d'objets automatiques, mais en même temps, ça rompt un petit peu le principe du constructeur. Le principe du constructeur, c'est que on code des constructeurs parce qu'on a prévu toutes les manières d'initialiser un objet quand il est créé en mémoire.
et que donc on oblige ceux qui utilisent la classe, les autres programmeurs, à passer par une de ces méthodes constructeurs. Si systématiquement il y a un constructeur qui fait rien, ou qui on peut se dire ça veut dire qu'on rompt un peu ce principe que l'objet est correctement initialisé. L'idée ce serait plutôt est-ce qu'on peut créer une personne par défaut sans information? Si c'est le cas, on fait un constructeur par défaut. Donc ça veut dire qu'on crée un fantôme quelque part, c'est un peu bizarre. C'est comme c'est pour ceux qui sont déjà sur le TP4. Sur le 401, là, il y a une classe étudiant, c'est pareil. Si vous faites un constructeur d'étudiants sans information, alors ça veut dire qu'on crée une zone mémoire, on rajoute une entrée dans la base de données, parce que derrière, évidemment, il y aurait des stockages en base de données. Mais il n'y a rien d'indiqué, ni de nom, ni d'identifiant, ni rien. On ne peut plus le retrouver, cet étudiant fantôme qu'on a créé. Donc, bref, toujours des discussions. Bon. Mais ça ne vient pas d'un constructeur ou ça peut créer des problèmes? Faire quoi? Garder un constructeur par défaut au-dessus du constructeur qui initialise les valeurs. Le problème, c'est que la question, encore une fois, ça veut dire que ça dépend ce que vous mettez dans ce constructeur par défaut. Par exemple, quand on travaillait, je reformule ce que j'ai dit avec cet exemple, quand on travaillait sur les segments, les points ou les rectangles, là, ça peut sembler logique de faire un constructeur par défaut. On dit par défaut, si je clique j'ai une application graphique, je clique sur rectangle. Si j'indique pas, si j'ai pas tapé de coordonnées ou quoi, je clique sur le bouton rectangle, ça me crée un rectangle qui est un carré de côté 1. Bon voilà. Puis après je peux les tirer ou quoi. Donc là ça semble logique. Oui, on sait comment on peut créer éventuellement un rectangle par défaut. On lui fait prendre la taille de l'unité. Ok, pourquoi pas. Mais encore une fois, créer une personne par défaut. Vous voyez, on crée un objet personne, mais il n'y a aucune information dedans. À la limite, on sait. Imaginez qu'il soit ajouté à des listes ou quoi, ça veut dire que on n'a aucun moyen de le retrouver. Il n'y a pas d'information. Ça peut être un peu bancal. Ça peut vouloir dire qu'on a réservé un espace mémoire, mais on ne sait même plus comment à quel objet en fait il correspond. Donc faut réfléchir à ça. Est-ce que sans information, on peut quand même créer en mémoire un objet qui puisse être utilisé en fait, qui risque pas de faire tout planter? C'est ça la question. Bon, là, de toute façon, on va dire que si on inscrit une personne sur l'état civil, parce que c'est ça l'idée, c'est forcément qu'on a au moins son nom. Si quelqu'un arrive à la mairie pour s'inscrire à l'état civil, mais qu'il n'a aucune information d'identité, on n'inscrit pas, a priori. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, on est dans des discussions sur la conception des applications. Ne vous prenez pas trop la tête avec ça, parce que c'est quand même un cours d'initiation au C++. Voilà. Mais je ne voudrais pas que vous rentriez dans des principes complètement figés, sans réfléchir à ce que ça implique derrière. Donc moi, je vais dire que pour créer une personne, il faut indiquer son nom, son prénom. Il y avait une histoire d'identifiant, on n'avait pas d'identifiant là. Bon, on n'a pas mis d'identifiant. Parce que quand il y a les identifiants, en plus, on a toujours, on verra ça avec la classe étudiant, je crois que vous devez créer aujourd'hui, on a toujours un autre problème qui est que on vous fait mettre les identifiants en paramètres des constructeurs, alors qu'en réalité, les identifiants, ils ne sont jamais saisis. Parce que moi, je vais vous présenter à la scolarité pour vous inscrire. Comment vous voulez que la secrétaire, elle sache quel identifiant vous donnez? Ça dépend des identifiants qui sont déjà donnés. Donc, les identifiants, en général, ils sont calculés automatiquement à partir de ceux déjà donnés, etc. Enfin, bref. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je mette d'autre? Parce que je parle en même temps, donc je vais faire n'importe quoi. Donc, l'année de naissance. On aurait pu imaginer qu'il y ait une petite sous-classe ou une petite structure, enfin, une sous-classe, pas sous-classe au sens héritage, une petite classe qui serait en fait plutôt une structure parce qu'elle n'aurait pas de rôle réellement. Date, mais bon, là, on ne le fait pas, on ne complique pas. Attention, madame, quand vous avez initialisé année, vous avez mis qu'un E. Ah ouais, bien vu. Je sais pas si c'est important, mais je crois. Oui, parce que du coup, non, là, c'est pas important. Parce que du coup, là, c'est le nom du paramètre. Et là, c'est le nom de l'attribut. Donc, si je fais ça, vous montrer ça va marcher. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous que c'est pas très joli, c'est pas très cohérent. Donc, mais ça poserait pas de problème, puisqu'après, ce que je fais, donc je vais dire que le champ M année, donc là, je mets le nom de l'attribut, d'ailleurs, il le retrouve. Je mets dedans, au moment où je crée l'objet, ce qui est passé en paramètre et qui s'appelle pour le coup comme ça. Ça marche. Mais c'est vrai que c'est pas très joli, donc on va effectivement. Encore une fois, là je pourrais mettre P, N et A. C'est des noms de paramètres.
Il y a absolument pas de nécessité qu'ils reprennent la partie là de l'attribut après le underscore. Hein. Ça, c'est juste pour faciliter la relecture du code. Mais c'est des noms de paramètres, je peux les appeler X, Y, Z. Hein. C'est pas ce qu'on conseille. Bon, excusez-moi, je code toujours en C++14, donc je mets des accolades, mais je ne sais pas si vous compilez comme ça. Donc voilà. Alors attendez, parce que je fais du coup n'importe quoi. Quand on utilise la liste d'initialisation, il faut respecter l'ordre. Hop, M non. Non. Et voilà. Hein, et puis c'est tout. Et alors si, voilà. Et donc. C'est ça, madame, on est obligé de le faire pour le constructeur surchargé, le 2 points M prénom, M nom, M année. Non, ça c'est ça. Bah, il y a deux manières de coder. Soit vous le faites comme ça, hein, vous utilisez, c'est une manière de coder, c'est la liste d'initialisation. Soit vous le faites classiquement. Hein, ici, vous mettez une accolade ouvrante, puis vous faites M prénom égale prénom, M nom égale nom, M année égale année. Vous codez ça avec des instructions classiques. Les deux sont possibles. D'ailleurs, là, je vais faire un petit mix des deux. Oui, et si on laisse juste personne et on fait donc personne, on ouvre la parenthèse std string et on met M prénom, std string, M nom et int année. Là, ça va pas aller. Parce que là, il va plus savoir si ici je mets M prénom. Ouais. Bah là, c'est pas possible. Il va me dire, mais M prénom, c'est l'attribut. Vous voyez, alors que ça écrase. Enfin, il y a une confusion. Okay, hein, il y a deux choses différentes. Il y a le paramètre qui est envoyé et l'attribut. Alors, on peut faire comme ça. Parce que moi, j'avais fait comme ça et justement, ça marchait pas. Je me demandais pourquoi. Je comprends qu'il faut faire comme ça. Ok. Non, parce que en fait. Du coup, on n'a pas le choix. On est obligé. Enfin, ce que je voulais dire, c'est qu'on est obligé de faire dans cette méthode. C'est-à-dire personne, on ouvre la parenthèse, on met tous les paramètres et ensuite on met 2 points, M prénom, prénom. Attendez, je vais vous montrer. Donc, par défaut, on va supposer qu'au début, la personne est célibataire. On ne sait rien. Hein. Et puis que donc, attention, hein, on ne laisse pas un pointeur comme ça qui pointe sur n'importe quoi. Donc, on met le pointeur à nul au départ. On considère que c'est comme ça. Puis à la limite, si la personne qui vient s'inscrire à l'état civil, elle est mariée, bon, bah, déjà, on crée la personne et puis après, on saisira le fait qu'elle est mariée. Bon, faut qu'on décide ce qu'on fait par défaut. Ou bien on décide de passer en paramètre directement le fait qu'elle soit mariée ou pas, et célibataire ou pas, et si elle n'est pas célibataire, de demander, bon, etc. On va faire comme ça. Alors, juste, attendez, par rapport au code du constructeur. Alors, d'abord, là, j'ai fait un truc. J'ai fait une fonction inline. Normalement, je vous rappelle, donc, on peut faire comme ça, hein, ça va fonctionner. C'est ce qu'on appelle une fonction inline. Mais en fait, pour l'instant, on vous demande plutôt, donc, de coder, enfin je ne sais pas exactement, il y a les deux dans votre cours, hein. Bon, je vais vous le faire comme ça, on va respecter. Donc on code le constructeur, on implémente les méthodes, hein, donc les constructeurs aussi, dans le point CPP, et puis dans le point H, on ne met normalement que le prototype. Hein. Voilà, je remets comme ça. Ça aurait marché aussi, hein. D'ailleurs dans votre cours, vous aurez des exemples comme ça, ça devient une fonction inline, hein, dont le code est inséré en fait. Il n'y a pas de système de pointeur sur fonction qui est mis en place derrière, peu importe. Vous pouvez faire les deux. Non, mais juste, je voulais vous montrer. Donc, vous pouvez coder comme ça, ou bien, ça marche aussi, il y a plein de manières. Hein. Je vais vous mettre un code qui marche aussi. Vous auriez pu coder comme ça. Je vais reprendre, puis je vais modifier. CTRL V. Donc, hop. Ici, j'ouvre l'accolade. J'utilise plus le mécanisme de la liste d'initialisation. Donc, je vais mettre vraiment M prénom égale prénom. Hein. Là, voilà, je copie les chaînes l'une dans les autres. Hein. Je fais des affectations, en fait, pour initialiser. C'est la même chose, en fait. C'est deux manières d'écrire. C'est normal qu'il y ait M-8 prénom ou pas? Dans le paramètre du sous-programme. Non, ça c'est pas normal, c'est parce que votre camarade vient de me demander si ça marchait et que du coup j'ai. C'était moi, mais d'accord, ok, ça marche pas. Ah voilà, non. Attendez, j'ai pas. Ah là, du coup, bon, les autres vous avancez, hein. Moi vous moi, ma question c'est, du coup, pourquoi on est obligé de mettre prénom, nom, année si c'est pour dans le sous-programme, je peux mettre juste après M prénom est égal à prénom, M nom est égal à nom. C'est deux manières de faire, voilà. Hein. Si vous restez plutôt dans le C++ au départ, qui était vraiment avec la même syntaxe que le langage C et la couche objet, on aurait codé comme ça. Voilà. Et puis après, ils ont rajouté cette possibilité par l'initialisation, c'est un peu plus efficace, je crois, à l'exécution.
Ok, d'accord. Mais les deux fonctionnent. Bon. Ouais. Maintenant, par rapport à votre question. Là, le problème, enfin, votre problème, c'était ça. Alors, attendez, je reprends ce code-là. Du coup, vous vouliez dire, et si je mets le même nom, en fait, ici, en paramètres, aux attributs. Là, il va y avoir un conflit. Et du coup, ici, finalement, parce que du coup, si on fait ça, les paramètres reçus s'appellent mPrénom. Et je veux les mettre, ils s'appellent mPrénom. Je veux le mettre dans l'attribut mPrénom. Vous voyez bien que si je me retrouve à faire ça, le compilateur, ça ne peut pas marcher. Il dit, c'est quoi, d'accord, c'est c'est quoi bon, j'ai mPrénom compris, merci beaucoup. Hein? Non, mais attendez. Par contre, vous pouvez faire ça, du coup. Le fameux petit pointeur 10. Et là, ça va marcher. Là, du coup, si vous faites ça, vous dites l'objet que je suis en train de créer, 10. Son champ mPrénom, je lui affecte la valeur du paramètre mPrénom. Là, ça marche parce que vous faites, du coup, ça lui permet de distinguer. Donc, en fait, attention, vous pouvez faire des codes. Alors, en général, quand on adopte la syntaxe avec le m underscore, c'est que, voilà, c'est pour justement ne pas risquer de donner le même nom au paramètre. Donc bon, mais vous pouvez avoir des codes, encore une fois, moi je dis rien n'empêche ici, ça c'est une nouvelle convention, mais de ne pas mettre des M. J'ai le droit, ça compilera aussi. Voilà. Et donc dans ce cas-là, effectivement, voilà, vous pourrez trouver des codes où le nom des paramètres est le même que celui des attributs. Dans ce cas-là, pour distinguer l'attribut du paramètre, il faut rajouter 10 flèches devant. Là qui indique bien, voilà, c'est pour distinguer l'objet courant, donc 10 ça représente l'adresse de l'objet courant, je vais sur son champ mPrénom et qu'est-ce que je mets dedans? Et là, mPrénom étant tout seul, il correspond au paramètre si je l'ai appelé mPrénom. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ce code-là va fonctionner aussi. Il faut mettre des 10 du coup partout. Comme ça. Voilà. Ça marche aussi. Je vais le marquer. OK. Ce qu'il faut que vous compreniez, en fait, là, par rapport à ce problème-là, c'est que donc, quand je vais créer un objet personne en mémoire, donc je vais créer une zone mémoire pour l'objet, avec donc une sous-zone pour son nom, pour son prénom, etc. OK. Et puis, ailleurs, dans une autre zone mémoire, dans une variable, un prénom a été saisi, je ne sais pas moi, Jean-Michel. Voilà, donc c'est dans une autre zone mémoire. Et donc, j'envoie la valeur de cette chaîne au constructeur. C'est une autre valeur, quoi. Enfin, je sais pas comment vous le... Donc, il faut qu'on puisse faire la distinction. Voilà. C'est pour ça que cette convention a été mise de mettre des underscore pour pas risquer justement de donner le même nom aux paramètres qu'aux attributs et donc devoir à chaque fois repasser par le pointeur 10. Mais ça marcherait aussi. Bon, ça va, c'est bon ou pas? Mais bon, sur la liste d'initialisation, comprenez bien que voilà, c'est une nouvelle manière d'initialiser les attributs. Mais on peut très bien utiliser l'ancienne manière par affectation. C'est un petit peu moins performant, il paraît, mais bon, franchement, ça marche très bien aussi. Voilà. Bon, donc c'est bon. Qu'est-ce qu'il faut qu'on rajoute d'autre? Donc du coup, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Il faut pouvoir marier une personne. Donc destructeur, c'est pas la peine, puisque quand on va détruire une personne, il n'y a rien de spécial à faire. Si on peut imaginer aussi, remarquez, j'ai dit non, mais il faut surtout pas détruire le conjoint, mais peut-être que, je ne sais pas, ça faudrait voir avec l'état civil. Peut-être qu'on remet le pointeur à nul. Ce serait peut-être bien de remettre le pointeur sur conjoint à nul. Bon, enfin, ça se fait peut-être pas tout de suite. Enfin bon, j'en sais rien, c'est un peu compliqué ça. Bon, en tout cas, il ne faut pas faire de delete du conjoint. Ça, c'est sûr. Bon, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Faut pouvoir, une personne, elle va pouvoir se marier. Alors, on va voir les setters et les getters éventuellement. Donc, quand une personne se marie, du coup, alors si on a cette approche par objet, on va lui passer en paramètre le pointeur sur, du coup, quand une personne comment on fait? Se met en vie maritale, je sais pas comment on dit. On va lui donner donc le pointeur sur la personne avec qui elle s'associe.
Hein, donc, par exemple, comme ça. Et donc, si on veut coder ça, donc attention, c'est pas juste un setter. Hein, faut pas croire que ce serait juste un set conjoint. Hop, et puis on met la valeur du pointeur dans le champ M conjoint. C'est pas uniquement ça, parce qu'il faut vérifier. A priori, normalement, on peut pas prendre un deuxième conjoint. Hein, donc, ça peut valoir un coup de vérifier. Donc, là, la méthode mariée. Normalement, elle fait quand même une vérification. Hein. Donc, on vérifie. If. Bon, puis après, il faudrait faire des affichages, etc. Hein. Moi, je ne suis pas professionnelle de l'état civil hein, pour savoir ce qui se passe. Mais bon, si le pointeur est à nul, donc c'est M conjoint, pardon. Si le champ M conjoint, donc le pointeur sur le conjoint est à nul, donc si la personne est célibataire, en fait, eh ben, hop, on peut donc l'associer et donc mettre le champ M conjoint donc, à la valeur de P. Donc là, on le fait pointer sur une autre personne. Ça ne suffit pas. Hein, si je procède de cette manière-là, si pour marier deux personnes, P1 et P2, je dis par exemple que P1 se marie à P2, hein, P1 point marié et je passe en paramètre P2, dans ce cas-là, attention, il faut bien assurer la réciprocité. Il va falloir que P2 aussi pointe sur P1. Donc une manière de faire ça va être que l'objet, alors ça je ne sais pas si vous l'avez vu en cours, hein, puisqu'on vient d'en parler, c'est le pointeur 10. Du coup, attention, P aussi se marie en fait, enfin se marier, s'associe, c'est pas que c'est, genre je mets marié, mais bon. Hop, et donc, vous voyez, enfin, il va falloir que je vous explique, je ne sais pas comment, ça c'est compliqué à expliquer, là j'aimerais bien vous faire des schémas et tout, vous avoir en face. Hein. Il faut non seulement, on va faire tout de suite un exemple dans le mail, attendez, je me relis parce que je parle en même temps. Donc, si le champ M conjoint était à nul, la personne était célibataire, j'accepte du coup de l'associer avec une autre personne, donc je mets l'adresse de cette autre personne dans le champ conjoint. D'ailleurs, comme on a laissé le champ célib, hein, si on a gardé le champ M célib, du coup, attention, on le passe à trou. Hein. Il est pas, encore une fois, il est devenu inutile. Hein, la valeur du pointeur, nul ou pas, me dit, mais bon, puisqu'on l'a laissé, voilà. Et du coup, réciproquement, il va falloir que l'autre personne également se marie. Je ne sais pas si on va pas tourner en rond là. Je ne sais pas si on va pas tourner en rond. Attendez, parce que du coup là je me suis embrouillée. Bon alors on va déjà tester ça. Il faut qu'on fasse un petit getter pour afficher. Donc attendez, je vais enlever ça. Hop. Pour pouvoir afficher, qu'est-ce qu'on va faire comme getter? Personne.h. On va faire un get conjoint ou afficher conjoint, je ne sais pas. Get conjoint. Donc, on est. Parce que vous n'êtes pas obligé de toujours faire des getters, ça aussi c'est un truc qui me chagrine. À chaque fois vous faites des getters hein, sur tous les attributs. Là, est-ce qu'on veut un getter qui retourne l'adresse du conjoint ou est-ce qu'on veut un getter qui retourne juste le nom du conjoint? Pourquoi pas hein, etc. Donc déjà on peut prévoir un getter qui retourne le nom de la personne. On pourrait faire pour le prénom, etc. On ne va pas le faire pour tout. Hein. Get nom, hop. Et puis du coup, on pourrait prévoir une méthode hop, qui retourne le nom du conjoint. S'il y en a un, il faudra bien vérifier. Voilà. Et donc ça, on va les coder là. Hop. Bon, puis une fois que vous avez fait les trucs, vous testez. Ça va plutôt être un P.7 conjoint là. Parce que si j'appelle P.marié, ouais, non, il faut que je rajoute un petit blindage là pour pas que ça tourne en rond. Je sentais bien qu'il y avait un truc. Attendez, je finis de coder ça pour qu'on puisse tester. Hop, donc personne. Return, hein, bêtement. Sinon, on verra rien si on fait pas de return. Et donc là, pour le get nom du conjoint, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on code ça? Alors, return quoi? Là, c'est pas le M nom. Donc, c'est M conjoint. Flèche, c'est un pointeur. Get nom.
Vous voyez? Donc, la personne a un pointeur sur son conjoint, hein, et donc il demande à son conjoint de retourner son nom. Et du coup, lui-même peut le retourner. Hein, c'est un peu toujours le même principe, hein, d'objets qui contiennent ou qui pointent sur d'autres objets et qui, pour faire quelque chose, demandent aux autres objets de le faire. Hein. Donc, on peut faire ça comme ça. Bon, après, je prends des exemples comme ça. Hein, c'est pas vraiment précisé dans l'énoncé, hein, ce qui est attendu. Mais donc voilà. Alors, attendez. Donc là que je reprends parce que là, je me suis embrouillée qu'il faut pas que ce truc. Vous voyez ce que je fais là, faudrait pas que l'appel se tourne en boucle. Hein. Donc, P par moins et indice. Donc, il va vérifier que le nul pointeur machin. Et donc, oui, il faudrait rajouter un petit test ici. Hein. Normalement, il faudrait rajouter dans les deux sens. Pour que deux personnes puissent s'associer, il faut que ni l'une ni l'autre, en fait, ne soit déjà associée. Donc, en fait, il faudrait rajouter ici les deux. Et du coup, ça me permettrait d'éviter ça. Hein. C'est ça, en fait, que j'ai oublié. Donc, si la personne n'a pas déjà un conjoint et que la personne avec qui je vais associer non plus, hein, il faut que ce soit valable dans les deux cas. Donc, P, flèche, M, conjoint, pareil, hein, égal, nul pointeur. Dans ce cas, je peux les associer. En fait, il faut vérifier les deux. Bon, il va falloir compiler. Je vais sûrement avoir des petites erreurs de compil. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Il met un problème de parenthèse. Pourquoi? Non. Mais par contre, j'ai un problème d'include que je vois. Je sais pas pourquoi. Il y a une. Hop. Donc déjà, nous pensez bien à rajouter les includes. Donc de string ici. Hop. Ensuite, personne, personne. Allez, vous débuguez avec moi. M prénom, il ne reconnaît pas le M prénom. Pourquoi? Je l'ai appelé comment? Ah bah oui, du coup, j'ai rechangé. Ah, comme vous me demandiez, du coup, j'ai rechangé pour vous montrer que ça marchait. Mais du coup, là, attention, comme après, j'ai remis M prénom, M nom, il faut tout que je recorrige. Ensuite, prénom. Alors, du coup, ici, j'ai rechangé. Alors, je vérifie tout. Prénom, M nom, un nom. Donc, j'ai bien remis les M partout. Les paramètres, j'ai bien enlevé les M. On est d'accord? Partout. OK. Ensuite, il ne connaît pas nul pointeur. Qu'est-ce qu'il faut que j'inclue? Alors là, je ne sais plus dans quoi il est, ça. Nul PTR. Pourquoi il ne le reconnaît pas, nul PTR? Je ne sais pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut inclure pour nul PTR? Normalement, rien, si. J'en sais rien. J'ai activé C++14 dans le compiler, moi. Et ça a marché? Oui. Ah oui, nul pointer is a keyword of C++11. D'accord. Et alors pourquoi moi il faudrait que je mette nul? En fait, ils ont enlevé le. Bah non. Ah, attendez. Non, juste c'est pour me retrouver entre les versions. Bah non, pourtant, c'est bizarre ça. Moi, il me semble que même. Bah non, normalement, quand je code, ouais. Je sais pas. Bon, de toute façon, vous ne travaillez pas en C++14. Mais je pense qu'en C++14, il faut inclure un truc. Bon. D'accord, c'est C++11, donc moi je suis en C++11 du coup, comme vous êtes en C++11. Ok, bon, voilà, c'est normal. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté un if, non, je l'ai mis en haut. Ok, décidément. On y est presque. Alors, qu'est-ce qu'il dit? P, flèche, c'est un pointeur. Attention. Voilà, et là, parce qu'il faut mettre les STD, mais de toute façon, c'est pas ça qu'on va faire, donc c'est bon. Donc là, pour tester tout ça, hein, vous créez deux personnes. Personne P1, donc vous mettez n'importe quoi comme nom, hein, et comme prénom. Hop, je mets quoi? J'en sais rien, moi. Hop. Du coup, attendez, je vérifie que ça passe bien. Personne, voilà. Just include. Dites-moi, il y avait des gens, je ne sais plus si dans votre groupe, qui avaient des problèmes avec les points H. Quand vous compilez, en fait, ça génère un point H, point CBH.
je ne sais pas quoi, et du coup, le linkage se fait pas. Alors, c'était vous? Oui. Parce qu'il y a... Ouais, dans l'autre groupe, il y a un de vos camarades avec qui c'est arrivé, et en fait, parce que lui, c'est parce qu'il mettait pas des guillemets sur les fichiers header personnels. Alors, je ne sais pas si c'est que ça l'explication, mais a priori, après, ça marchait. C'est un point GCH, en fait, que ça fait. Vous mettez bien des guillemets entre le... Bah, pour personne.h, ouais. Ouais, vous mettez pas des inférieurs, supérieurs comme pour moi. Bah, je sais parce que l'autre personne, il me semblerait que ça allait résolu quand on a fait ça. Et bon, bah, je sais pas. Alors, tant mieux pour lui. Peut-être que c'était le hasard, comme vous, ça le fait une fois sur deux. Hein. Donc, ok. Alors maintenant, alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors juste que dans ici. Quand je fais le get nom du conjoint, qu'est-ce qui va se passer? Si le pointeur est nul, ça va planter. Hein. Attention à bien faire les blindages. Si le champ M conjoint est à nul, M conjoint flèche, je paf. Hein. Donc parce que là je voudrais afficher les noms tout de suite, vous testez bien. Donc si il y a un conjoint. Je pourrais voir le main? Oui. Attendez, je fais les blindages pour pas que mon truc soit bien complet. Donc, s'il y a un conjoint, on retourne son nom. Sinon, je sais pas, là, c'est pour l'exemple. Hein, on retourne la chaîne vide, hein, ou je ne sais pas, moi, un truc comme ça. Hein. Hop, là, il va pas, je pense qu'il va pas trop aimer ça. Puisque je ne sais que c'est un string. Return. Faudrait que je crée ici, hein, plutôt. Non. Donc, else, ça va être plus joli comme ça quand même. Égal. Chaîne vide, ça va passer. Bon, je pense que l'autre aussi, mais oui, je vous remonte le même tout de suite. Hein. Hop. Non. Normalement, là, ça ne devrait plus planter si jamais la personne n'est pas associée. Le mail. Ici. Et donc, on peut faire des affichages pour tester. C'est out. Hop, qu'est-ce qu'on va tester bon, après, vous formatez bien l'affichage. Hein. Donc, p1.getNom. Bon, c'est pas, encore une fois, hein, c'est pas très cohérent ce que je fais, c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Hein. On n'afficherait pas pour conjoint et une chaîne vide, hein, mais c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne sans faire un code trop long. Hop. Non. J'ai un get non conjoint. Et puis après, imaginez qu'on marie hop, P1. Ah, P2, et attention du coup, hein, c'est des adresses qu'on passe, c'est un pointeur. Hop. Eh bien, qu'est-ce qui se passe si on réaffiche? Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Internet, ça marche mal. Ah, on va mettre des petits... Ça marche pas bien, là? Vous m'entendez pas bien? Allô? Vous m'entendez plus? Si. Ah bon, bah je sais pas, ou bien c'est une autre personne. Hop, des petits passages à la ligne, sinon on voit rien. Ok, alors. Voilà. Hein. Donc, pour conjoint, bah rien, puisque j'ai dit que bon, c'est un peu bancal, mais c'était juste pour vous montrer que ça marche. Donc, effectivement, là, le champ M conjoint est à nul, la personne n'est pas associée, n'a pas de conjoint, donc personne en fait. Hein. Et puis, après l'appel à la méthode mariée, je mets des espaces, hop, là pour le coup, ça me retourne bien le nom du conjoint. Alors, pour que ce soit plus joli, bon, vous pouvez améliorer, après on va passer aux autres exercices. Hein. Donc voilà. Ça fonctionne. Et du coup, pour voir que ça fonctionne bien dans les deux sens, on va mettre des espaces. Du coup, que j'ai bien non seulement fait pointer P1 sur P2, et donc qui peut trouver l'information sur le nom de son conjoint, et l'inverse, parce que c'est ça. Hein, donc, du coup, vous pouvez afficher également P2.getNom et P2
hop, .get non conjoint. Vous voyez? Et ça fonctionne. Vous voyez, je retrouve bien dans les deux sens. Bon, je suis d'accord que c'est peut-être pas le plus facile. En fait, il n'y a pas grand-chose à coder dans cet exercice, hein, mais c'est vrai que bon, voilà, faut bien comprendre le concept. Vous pouvez remontrer le CPP rapidement, s'il vous plaît. Le main Le CPP. de personne? Oui, s'il vous plaît. Pardon, oui, de CPP de personne. Merci. Donc là, c'est ici hein, que tout se joue. Donc, quand on veut marier, j'ai dit marier, associer une personne à une autre personne, on vérifie déjà que les deux sont bien célibataires. Hein. Donc là, je les vérifie en testant les pointeurs. Hein. Vous avez le champ mclib d'ailleurs, hein, qui fonctionne normalement aussi. Et puis, hop, si c'est le cas, mais il ne sert à rien ce champ mclib, il va même nous embêter parce que voilà, ça fait 2 mises à jour. Hein. Vaut mieux le retirer, vaut mieux, voilà, on a le pointeur qui nous indique s'il est annul que la personne est célibataire, hein, sinon que la personne ne l'est pas. Ça m'énerve d'avoir ces deux informations. Et donc, dans ce cas-là, attention, on fait pointer la première personne hein, donc, sur son nouveau conjoint. Et attention, du coup, on dit au nouveau conjoint que lui aussi, finalement, hein, doit pointer sur la première personne. Donc, sans faire de schéma, c'est un peu compliqué. Hein. Donc, le nouveau conjoint, lui aussi, je lui demande d'exécuter sa méthode mariée. Et là, c'est le premier objet qui se passe en paramètre. Donc, ça raccroche mutuellement dans les deux sens, en fait. J'enlève le champ célib parce qu'il va y avoir un problème de mise à jour. Hein. Donc, je le mets en commentaire, en fait. Je préfère. J'aime pas quand ça me convient pas. Donc, voilà. Donc, vous voyez que ça marche. Alors, après, vous pouvez faire attention séparer. Hein, quand deux personnes se séparent. Qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, vous rajoutez une méthode séparée. La méthode séparée, qu'est-ce qu'elle fait? Quand une personne se sépare d'une autre personne, elle remet le champ M conjoint à nul. Et attention, il faut que l'autre personne aussi. Hein, donc, pareil, il faut demander à l'autre personne aussi de remettre son champ à nul. Hein, donc, elle aussi de se séparer. Vous voyez? Hein, donc là, c'est tout bête, c'est même plus simple. Peut-être que ça va vous aider si on l'a fait également. Puis après, on passe à la suite. Hein. Donc, void, donc, hop, se séparer. Hop. Donc là, il n'y a rien en paramètre. Il n'y a rien en paramètre. La personne se sépare, elle va remettre son champ tout simplement à nul. Hop. Donc, si je le fais ici, CTRL-V, void, hop, personne, 2 points, se séparer. Et donc, on met le. Alors là, du coup, est-ce qu'on a besoin de blinder? Même pas. Hein. On n'a même pas besoin de blinder. Hein, de toute façon, si le champ était déjà à nul, ça va pas avoir d'action. Hein, ça va remettre le pointeur à nul. Et ça m'intrigue que le nul PTR il passe pas en C++14. Il faut que je retrouve ce que je mettais pour que ça passe. Tiens, du coup. Voilà. Et attention, hein, il faut également que le conjoint. Alors attendez, il faut le faire dans le bon ordre. Vous voyez, là, j'allais faire une bêtise. Hein. Si je mets le M conjoint à nul, après, je peux plus, du coup, grâce au M conjoint, aller sur le conjoint. Hein. Donc, je vais d'abord dire que le M conjoint se sépare. Il faut le faire dans le bon ordre, la réfléchissez. Hein. Et puis ensuite, on remet. Si je mets d'abord le M conjoint à nul, du coup, je n'ai plus accès au conjoint pour lui dire lui-même de mettre son champ M conjoint à nul. Hein. Donc, il faut bien d'abord dire au M conjoint de mettre son champ machin, etc. Oui. Qu'est-ce que vous aviez comme question? Allô? Oui, non, c'était pas une question, c'était pour dire que le nul.ptr, il marche sous C++14, enfin sur mon ordi. Hein. Oui, je comprends pas pourquoi. Moi, ça me faisait pas ça avant. Je sais pas pourquoi il l'a pas reconnu. Bon, je chercherai. Hein. C'est un truc de configuration. Ah, ou non. Je sais pourquoi. C'est parce que l'autre fois, j'avais décoché. J'avais pas coché C++14. Je l'avais décoché, c'est pour ça. Je l'avais décoché pour vous, je sais plus justement, pour que ça me bloque quand je codais en C++14 ou je sais plus quoi. Je vais le faire, tiens, je vais le vérifier. Bon, voilà, puis vous complétez, hein, je sais pas ce qu'il faut faire d'autre après sur l'exercice, mais enfin là, c'était pour que vous compreniez le système des pointeurs. Effectivement, si je coche C++14, parce que ça, en fait, je crois que tout à l'heure, en fait, il était décoché. Ça devrait marcher aussi. Ça m'étonnait, d'habitude...
j'ai jamais eu ce truc-là. Hein. Par contre, ça ne devait pas marcher dans les versions de C++ avant le C++ 11. Build, rebuild, hop, yes. C'est pointeur. Voilà. Et donc, alors là aussi, hein, comme tout à l'heure, pour compléter ça, donc M conjoint. Il faut d'abord que je demande au conjoint de se séparer. Donc le conjoint, du coup, il va mettre son champ M conjoint à nul. Se séparer. Alors, j'ai peut-être un petit bug là au niveau d'un tournage en boucle. Va peut-être falloir que je rajoute un petit test. Hein. Mais bon, voilà. Le principe, c'est ça. Je réfléchis à mon petit test. Mais si je demande à la personne de se séparer, effectivement, je pense que ça va me tourner en... Ça va pas marcher là, tel que je l'ai fait. Voilà. Alors, les autres, vous en êtes passés, enfin, ceux qui avaient déjà avancé là-dedans, j'espère que vous êtes passés donc au TP suivant. Et donc, au premier exercice qui ne pose pas normalement de difficulté. Hein, donc là, il faut que vous appreniez votre cours sur la classe vecteur. N'hésitez pas à consulter c++.com pour avoir toutes les informations sur la classe vecteur. Hein, et donc là, je pense que je vais avoir un bug. Oui. J'arrive pas à faire un bug, marier. Là, vous savez ce que j'ai un appel de récursivité croisée qui ne s'arrête pas. Il faut rajouter un blindage là. Alors, réfléchissez. Il faut rajouter un blindage parce que sinon, le conjoint, il demande à se séparer et lui-même, il demande à son conjoint de se séparer, etc. Donc, il faut faire une vérification sur les pointeurs. Qu'est-ce que vous me posez comme question? Non, c'est juste que moi, j'arrive pas à faire les gens se marier et tout, mais bah, je sais pas utiliser exactement. Vous voulez me faire un partage de code que je vous dise ce qui ne va pas? C'est comme vous voulez, oui. Allez-y, faites un partage d'écran. Mais j'ai pas fait la même chose que vous, en fait. Oui, mais justement, ça peut être intéressant de voir pourquoi dans ce que vous avez fait, ça ne marche pas. Hein, et donc, attention, là, il faut rajouter des blindages. Hein, là, ça ne va pas m'attendre. Il faut que je réfléchisse. Là, je partage mon écran ou pas? Parce que si je partage, ça va enlever le vôtre. Hein. Ouais, bah, je le remettrai, comme vous voulez. Hein, mais ça permet de voir d'autres codes, c'est intéressant. Bon, du coup... Donc j'ai fait comme vous avez fait. Hein, normalement, j'ai mis un pointeur M conjoint qui, du coup, dans le truc par défaut, pointe à nul. Ensuite, si j'ai dans mon constructeur surchargé, je vois pas votre écran. Attendez. Ah bon, vous voyez pas mon écran? Non, c'est parce que c'est parce que j'ai pas réouvert tout, donc je pense. Non, je vois pas votre écran. Les autres, vous voyez? Ah, si, c'est bon. Je l'ai. Alors. Ok. Par contre, il faudrait que vous ayez un petit peu. Ouais. Ok, là c'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, ok, les constructeurs, voilà, ça marche. Ouais. Surchargé, hop là. Donc du coup, quand je crée un truc, je mets nul hein, par défaut. Ouais, ici. ok. Voilà. D'accord. Ensuite, donc je veux afficher les infos. Donc je vais juste vérifier si le booléen il est, si c'est célibataire, ça va dire la phrase où il est célibataire. D'accord, oui, ça moi j'ai pas fait. Ouais, ok, ouais. Voilà. Ensuite mariage. Ouais. Alors là c'est là où j'ai dit du coup si le pointeur de la personne P1 il est nul et celui de l'autre il est nul, du coup je lui donne l'adresse de l'autre. Donc j'ai la méthode adresse qui est celle-ci. Ouais. Il y a plusieurs problèmes dans votre. Il y a plusieurs personnes dans votre. Il y a plusieurs problèmes dans votre code. Alors déjà, bon, il y a un problème là qui est par rapport à l'approche objet, mais voilà, on aurait pu avoir votre approche en fait. Là, vous dites qu'il n'y a pas de raison de dire qu'une personne se marie à une autre et pas dire on marie deux personnes. Donc vous voulez marier deux personnes, on passe deux personnes en paramètre. Ça semble assez logique. Hein. Mais à ce compte-là, c'est plus une méthode de la classe. Donc c'est un sous-programme extérieur à la classe qui reçoit en paramètre deux objets et qui les associe. Donc dans ce cas-là, il n'y a plus de raison, vous voyez, parce que vous n'allez pas à qui vous allez. Le principe, c'est qu'on demande quand il y a une méthode de classe, on va demander à une personne d'appliquer la méthode mariage. À qui vous allez demander du coup? P1.mariage de P1. Donc en fait, ce que vous dites, c'est qu'il faudrait que là, en fait, mariage, il n'y ait qu'une seule personne en paramètre et du coup, je lis qu'un seul. Pointeur. Laissez comme ça, parce qu'on va voir. Non, laissez comme ça. Non, vous pouvez faire comme ça, mais dans ce cas-là, ce sous-programme, ce qui pour vous est une méthode mariage, ça ne devrait pas être dans la classe personne.
Hein. En fait, vous avez tout à fait le droit de continuer à coder des sous-programmes. D'ailleurs, il y en a dans la librairie de C++. Ce n'est pas un langage purement objet comme le Java. Donc, il y a des sous-programmes qui sont codés comme en C à l'extérieur des classes qui n'appartiennent pas à des classes. Et vous, c'est ça en fait. Vous voyez, c'est un sous-programme mariage qui reçoit en paramètre 2 personnes. Mais on ne demande pas à une personne de se marier à une autre. Voilà, on marie 2 personnes qui sont reçues en paramètre. C'est les 2 approches en fait. Je suis d'accord que votre approche ici, elle est tout à fait cohérente. Pourquoi est-ce que on demanderait à l'une des 2 personnes finalement de faire le processus, l'approche par objet ici est pas forcément. Enfin, il nous faut des objets personnes, mais c'est pas forcément une méthode de personne mariage. C'est extérieur en fait. Donc pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de raison que ce soit un classe personne. Alors, donc c'était le premier problème, c'est par rapport à projet. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui est que vous passez par valeur vos personnes. Vous ne passez pas des pointeurs. Donc attention, vous travaillez sur des copies. Vous avez 2 personnes P1 et P2 dans le main, vous passez des copies de ces personnes. Quand vous allez revenir au main, vos personnes, elles n'ont pas été modifiées. Il faut passer des pointeurs. Et donc ici, ou bien des références sûres. On n'a pas encore travaillé avec les références, il va falloir qu'on s'y mette. Et donc ici, c'est des flèches. Ça, et du coup, des tout. Voilà. Et alors après, attendez, après ici, je regarde. Je l'envoie. Alors du coup, parce j'envoie voilà l'adresse. Hop, donc du coup, c'est ici. Donc il faut aussi que je change donc là, c'est des flèches, ici, dans comment je l'ai déclaré. Hop, en mettant des étoiles. Voilà. Ou bien on va peut-être que je vais vous montrer quand même le passage par référence parce qu'il faut quand même que vous appreniez à l'utiliser. Il n'y a pas eu d'exercice dessus, mais on va l'utiliser là. On l'a pas encore vu en cours. Enfin, si, on en a parlé, mais. Bah ouais, mais je pense que c'était dans la différence C++ dans le deuxième cours. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'exercice spécialement dessus. Il a dit qu'en fait, il y aurait un chapitre totalement dédié là-dessus. Donc, du coup, bon, alors c'est bien. Parce que c'est ça qui m'inquiétait. Je me disais, mais mince, on ne l'aborde pas alors qu'il faut. Donc voilà, alors ça fait quoi pareil, le P2 flèche adresse. Alors oui, mais après, fait quoi? P2 flèche adresse, c'est pareil là. P1 flèche M conjoint égale P2 flèche adresse, c'est des pointeurs. Ah oui, là aussi. Mais du coup, l'approche objet est un peu bizarre là. Donc P2 flèche adresse, P2 se retourne lui-même en fait. Aïe. On va voir si ça fonctionne. C'est tordu du niveau de l'approche objet, mais enfin là, il y a déjà plus d'erreurs de pointeurs. C'est un peu bizarre comme approche. Ouais, ça marche. Ouais. Là, au départ, ils sont célibataires. Après, donc là, je les marie ici. Et là, du coup, quand je là, je vois pas toute votre console d'exécution, du coup, moi, parce que j'ai plein de trucs. Bon, enfin, si vous me dites que ça marche, je vous crois. Ouais, voilà, là, je commence à voir mieux. Ok. Et donc là, vous avez bien l'accès. Et sinon, vous travaillez sur des copies. Donc, les personnes du main, en fait, elles étaient toujours pas mariées. C'était juste des copies temporaires qui étaient associées, mais pas les personnes. Donc, c'est comme en C, ça. Attention, c'est le passage par valeur en C++ pour passer des adresses et donc que le sous-programme puisse aller travailler sur les originaux. Soit on passe par des pointeurs, soit on utilise le passage par référence, donc que vous verrez plus tard. C'est pareil là pour mon divorce. Du coup, j'ai vu que j'ai utilisé la même approche. Il va falloir que je fasse pareil. Pareil. Sinon, vous travaillez. Mais du coup, vous, comment vous l'avez fait? Enfin, c'est vrai que du coup, là, je comprends que moi, je fais quelque chose en externe et en fait, ça n'a aucun intérêt que ce soit une méthode de la classe. Et oui, là, le truc qu'il faudrait faire, en fait, c'est en dehors, en fait. Mais c'est assez logique comme approche. Je dis pas que c'est faux. C'est voilà, il y a des personnes, etc. Et puis, on a une méthode pour marier 2 personnes qui fait pas partie de la classe personne. On va dire que c'est pas une personne qui est responsable de se marier. À une autre, c'est quelque chose d'extérieur et puis voilà qui reçoit effectivement, mais du coup moi je le mettrais comme ça ou dans un autre point CPP, mais en tout cas pas dans la classe personne. Et ça semble assez logique, parce que c'est vrai que quand on fait P1, là, cette approche là, P1 point marié adresse de P2. Pourquoi est-ce qu'on demande à P1 de se marier avec P2 et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas P2 point marié adresse de P1? Vous voyez, il y a une dissymétrie du coup un petit peu qui apparaît alors que non. Donc ce serait tout à fait logique effectivement de coder ça comme ça, comme vous l'avez fait, et du coup ici de dire marié entre parenthèses P1, P2. On pourrait, mais du coup ce ne serait pas une méthode, vous voyez, votre méthode, ce ne serait pas une méthode de la classe personne. Ok, d'accord. J'ai compris du coup les 2 trucs. Merci beaucoup.
Mais encore une fois, votre truc est valable. Hein. Moi, je trouve que pourquoi pas. Il n'y a pas de raison qu'il y ait cette dissymétrie entre une première personne et une deuxième. Hein. Merci. Voilà. Bien. Eh bien, vous passez tous à l'exercice. Enfin, normalement, vous avez déjà avancé dessus puisque vous êtes censé faire des dépôts. Hein. Donc, je vais regarder un petit peu ce que vous avez rendu d'ailleurs. Hein. Donc, le 400, normalement, il n'y a aucune difficulté. Il faut juste déclarer un vecteur. Bon, on va voir comment, mais bon. Le 401, là, c'est un peu plus intéressant parce qu'il y a quand même une classe étudiant. Puis, on va avoir des pointeurs sur un vecteur de pointeurs sur étudiants. Et puis après, bon, faut continuer les autres. Hein. Là, là, ils sont un peu flous, les 402 et 403. Hein. Donc, bon, pourquoi pas effectivement les tours de Hanoï. Ah, c'est pas marqué. Je croyais qu'il avait marqué comme exemple. Hein, comme exemple d'utilisation d'une pile, un exemple classique, c'est le jeu des tours de Hanoï. Hein, notez-le. Pour l'exemple, ah oui, parce que attendez, j'ai pas le partage d'écran là. Du coup, vous voyez plus rien. Attendez. Il faut que je me remette. Hop. Il est où mon truc? Donc, pourquoi pas les tours de Hanoï. Hein, vous avez 3 tours, 3 piliers. Vous tapez tour de Hanoï sur Internet, vous allez voir plein d'exemples de jeux hein, avec des disques donc emboîtés les uns sur les autres sur une première tour. Et il faut les transférer sur une autre tour. On a 3 tours en fait. Hein. Sachant que on ne peut donc les disques ils sont tous ils sont de taille différente et donc il faut toujours qu'il y ait un disque plus petit sur un disque plus grand. Hein. Je ne sais pas si vous avez tapez tour de Hanoï et regardez. Donc ça peut être un bon exemple pour ceux qui en sont au 402 d'utilisation des piles. Donc les 3 tours de Hanoï sont chacune une pile, hein, puisqu'on ne peut que déposer un disque. Donc au-dessus des autres et on ne peut retirer que le disque qui est au-dessus. Hein. Je vous rappelle que la pile, c'est le principe last in, first out. Bon, on va y revenir. Là, c'est pour lancer ceux qui en seraient là, hein, que vous ne bloquez pas. Il n'y a pas d'exemple pareil pour la file, pour l'utilisation de la file. Vous simulez une file d'attente. Simuler une file d'attente dans un magasin, n'importe quoi, vous faites un petit programme simple. Hein. Vous avez fait une classe étudiant pour le 401, je sais pas, faites une file d'attente d'étudiants à l'entrée d'un concert, hein, je sais pas, voilà, c'est tout bête. Donc, vous imaginez que tous les temps, il y a un nouvel étudiant qui arrive et puis qu'il y ait un délai de temps avant qu'un étudiant puisse rentrer, donc qu'il soit défilé. Hein, et puis faites tourner le truc pour voir comment la file grossit ou diminue, etc. Hein. Après, on y reviendra ensemble. Mais donc, je vais regarder un petit peu ce que vous avez fait là sur les 400-401. Hein, puis, je vais regarder s'il y a des questions également dans les discussions. Et puis du coup, on va corriger très rapidement le 400 qui est tout simple. Alors, attendez, conversation, elle est où la conversation? Là, je la vois même pas. Conversation. J'ai plein de fenêtres ouvertes, c'est le bordel. Elle est où? Là. Non, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Hein. Voilà. Donc, je vais vous repartager le code. Donc, ce qui m'embête quand même, c'est que comme du coup je parle en même temps, là, j'ai pas bien fait cette méthode se séparer, là. Faut que vous la fassiez, il faut qu'on arrive à la blinder correctement. Se séparer. Donc, si le conjoint il faudrait faire ça en fait. Vous mettez une boucle if avec un test if. Oui, mais conjoint différent de nul. Ouais, c'est ça, mais il faut bien que je réfléchisse auquel. Là, donc, si le conjoint. Parce que je pense que le problème qu'il y a, c'est que ça a toujours la boucle, puisque le M. Ça me fait des appels récursifs croisés infinis. Il faut pas que ça rappelle. Donc, moi, j'ai blindé en mettant dans une boucle if. C'est pas une boucle if, c'est un test. Dans un test if. J'entends plein de gens parler. Là, coupez vos micros, s'il vous plaît, quand vous parlez avec d'autres gens à côté. Donc, si le conjoint. Donc, si je mets le champ conjoint à nul, je le perds. Donc, il faut d'abord que je dise si le conjoint. Ah, mais il faut peut-être d'abord faire. Ouais.
Il faut rajouter un get. Il faut rajouter du coup une vérification sur le marié. Bon, je réfléchis à ça dès que j'ai le temps, parce que là, je suis embrouillée dans les tests, j'arrive pas à le faire bien. Donc, je vous dis ça dès que là, parce que là, j'ai l'impression que quoi que je fasse, je retombe sur un truc croisé. Vous n'avez plus le partage d'écran là Ah si, vous l'avez, mais pas le bon. Attendez. Vous voyez que l'énoncé là, je crois. Parce que quand je suis sur autre chose, ça s'encadre plus en rouge. Pourquoi ça fait ça? Alors, partage d'écran. Partage. Screen. Tout le screen. Ouais. Et là, quand je fais ça, vous voyez les autres fenêtres ou vous voyez que l'énoncé? Vous voyez tout? Ça change? Ouais. Normalement, oui. Hein. Normalement, là, j'ai le cadre rouge qui reste à chaque fois. Oui? Vous avez une question? C'était pour vous dire... oui. C'était pour vous dire si on pouvait passer directement au 401 parce que le 400, je pense que tout le monde... Vous l'avez fait? Tout le monde a réussi le 400? Si je n'ai pas de réponse, je passe au 401. Oui, ce serait pour passer au 400. Ok. Oui, c'est bon. Alors, de toute façon, là, 400. donc, File, New Project, de toute façon, avec le 401, on revoit les vecteurs. Hein, donc, c'est vrai que vous avez raison. Donc, le 401. Donc là, on vous demande de faire une classe étudiant. Bon, bah là, c'est classique, oui, mais du coup, pour le coup, le début du 401, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Hein. Donc, vous allez créer une classe étudiant. Un étudiant, il a, alors de nouveau, il a quoi? Voilà, un identifiant, un nom, une année de promotion. On retombe sur la même chose. Hein, c'est comme une personne quasiment. Vous prenez, voilà. Et puis, donc, afficher les informations. Ce qui est intéressant, hein, c'est pour gérer la collection de pointeurs sur l'étudiant et surtout, la dernière chose, c'est gérer cette collection, donc ce vecteur par exemple de pointeurs sur l'étudiant dans une autre classe. Hein, là, on augmente la difficulté. Donc, avec l'exercice 303, on a eu une classe qui contenait, qui avait comme attribut des objets, hein, directement, automatiques. 304, des pointeurs sur objets. Et là, des collections de pointeurs sur objets. Donc, on augmente la difficulté. Donc, faites très rapidement la classe étudiant pour pas qu'on perde du temps là-dessus. OK. .cpp. Hop. Donc, voilà. Bon, alors, donc, file, new, up, classe. On va faire ça, ça va aller vite. Étudiant. Alors là, dans l'étudiant, on parle d'identifiant. Donc, je vous redis la même chose en gros. Hein. Donc, je vais laisser les add-getters, je enlèverai ce qui ne va pas. Toujours la même idée. Réfléchissez quand même au contexte réel. Hein. Dans la réalité, quand on ajoute quelqu'un dans une base de données ou quoi, effectivement, il y a un identifiant. Hein, c'est une clé unique qui lui est attribuée. Mais elle n'est pas attribuée comme ça par saisie. Hein. Ça dépend des autres identifiants qui ont déjà été attribués. Donc, c'est quelque chose qui est calculé en général, qui est incrémenté automatiquement, etc. Bon, bref. Donc, en privé, pareil, hein, je vais mettre juste un mnom. Je ne vais pas m'embêter d'ailleurs avec l'identifiant, du coup, parce que c'est la même chose que le nom ici. Il est saisi. Hein, il n'y a pas de base de données derrière, ni rien. Et puis, donc, une année de promo. Hein, on va juste faire ça pour aller vite. Et donc, quand quand je vais créer un étudiant, je vais indiquer son nom et son année de promo, quoique. Vous avez fait comme ça? Je suis même pas sûre. Parce que, elle pourrait être incrémentée. Enfin, non, quand on crée l'année de promo, c'est toujours la première, normalement. Bon, bref. Hein, bon, là, c'est encore une fois, c'est des petits exercices techniques pour vous faire travailler. Hein, pour faire vraiment un exercice cohérent, il faudrait vraiment avoir un cahier des charges plus précis sur le contexte et développer d'autres fonctionnalités. Hein. C'est toujours le problème des petits exercices qui finalement vont pas très très loin. Hop, parce qu'on veut juste vous faire tester les trucs, quoi. Alors, hop, donc là, du coup, je code celui-là avec l'approche par donc liste d'initialisation. Je
pense que je vais encore avoir un problème avec le champ année que j'écris mal. Donc, 2N et E, 2N et E. Hop, et puis il n'y a rien dedans. Hop, ici, étudiant.h et E. Ok. MNP. Ok, on est bon. Donc voilà, on veut un petit. Donc, qu'est-ce qu'il demande? Juste un accessoire. Hein, il est tout bête cet exercice. Il n'y a pas grand-chose. C'est juste un. Non, juste une méthode d'affichage là. Hein, pour le coup. Alors, en général, on essaie de séparer l'affichage des traitements, mais bon, là, c'est juste pour tester. Donc, plutôt que de faire une méthode qui retourne chaque truc et puis qu'on les affiche dans le mail, on va faire une méthode affichée directement dans la classe étudiant hein, pour aller plus vite. C'est ce qui est demandé. Donc, ici, vous rajoutez une méthode affichée, donc void affichée. Et puis, si on respecte, tiens, je ne sais pas si je ne l'ai pas fait dans le code précédent, attention, hein, monsieur Didler, tiens. Au const qui vous empêche de mal coder. Donc voilà. Ici, il me manque le 2 points. Il va falloir que je rajoute, je fais tout vite, hein, donc j'espère que vous suivez, un include ici de la classe string. Voilà. Et donc, la méthode affichée, on va faire un petit affichage idiot. Hop. std, 2 points, c'est out. Et donc de M non. Alors, je répète, hein, je sais que bon, c'est pas forcément comme ça dans les exemples du cours, mais quand je suis dans une méthode de la classe, hein, là, je l'ai pas. J'ai pas indiqué ça. Je suis en train de coder une méthode de la classe étudiant. Donc, dans cette méthode, j'ai accès aux attributs d'étudiants. Je n'ai pas besoin de passer par des getters et des setters. Hein. Si vous passez ici par un getter pour récupérer le nom, finalement, ça veut dire que vous allez prévoir des getters et des setters dans toutes vos classes, puisque pour accéder, les méthodes, forcément, elles accèdent aux attributs, hein, si elles font des traitements sur l'objet. Donc, si à chaque fois on passe par des getters et des setters, ça veut dire que quoi qu'il arrive, on prévoit des getters et des setters. Et donc, du coup, ça ne sert plus à rien de mettre en privé. Ça veut dire qu'on a des méthodes pour lire et modifier les attributs n'importe où. Hein, donc, quand on code une méthode à l'intérieur d'une classe, hein, elle a accès aux attributs, évidemment. Donc voilà. Donc, je ne sais pas, vous faites une petite interface. Je vais marquer ça pour qu'on voit quelque chose parce que sinon, vous n'allez rien voir. Et puis... voilà, et puis hop, c'est tout. Et puis on peut faire un petit passage. Ah si. Ah bon? Normalement, je suis toujours en cadre rouge, hein, ça devrait être bon. Et vous avez, vous avez un problème de réseau, non? Ah, c'est possible. Mais bon, normalement, j'ai la fibre, ça a été rétabli, mais ça coupe de plus en plus, c'est ça? Bah oui, et même il y a des bugs dans l'affichage, on vous entend mal. Enfin, une fois on vous entend mal, une fois on vous entend mal. Bah, je vais vérifier le boîtier. Hein? Ouais, mais parce qu'en fait, je remarque que j'étais toujours sur Airbox. C'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, je suis restée, mon ordi, il est resté connecté sur. Allô? Vous m'entendez? Ouais. Ah, il est resté sur un amplificateur 4G là, parce que j'ai pas eu de fibre pendant un mois là, ça a planté. Et maintenant je l'ai. Donc il faudrait que je me reconnecte. Bon, si ça recoupe trop, bah du coup, il faudra 2 minutes pour aller chercher les codes de l'autre box et voilà. Là, ça va? Pour ça en fait. Normalement, je l'ai rapproché de moi, le truc, ça devrait être bon, on capte mieux ici. Bon. Trop, de toute façon,
Quelle heure il est? Il est déjà 14h20. J'allais vous dire, on va faire une pause. Ben non, on n'a pas le temps. Bon, alors, hop, rapidement. Donc, c'était juste ça qui était demandé. Du coup, dans le main, hein, on vous demandait donc de gérer une collection d'étudiants. Donc, pour ça, par exemple, vous pouvez utiliser la classe vecteur. Hein. On peut faire un vecteur de pointeur. On demandait, bon, ça veut dire qu'on va gérer des objets dynamiques sur étudiants. Donc là, c'est l'application toute bête du cours. Hein. Donc, vous avez des objets, donc une classe vecteur qui est déjà définie. Donc, il faut l'inclure hein, dans la STL. Include vecteur. Et donc, un vecteur, en fait, c'est quoi? C'est un tableau dynamique redimensionnable. Donc, il y a une classe vecteur, donc ça va être des objets, hein, c'est pas juste un tableau. Mais en fait, il faut que vous compreniez que même si vous n'avez pas besoin de le savoir, que dans un vecteur, dans un objet de type vecteur, il y a un tableau. Hein. Voilà. Vous avez également, par exemple, la classe liste. Alors, non, dans la classe liste, pour le coup, hein, ça va stocker les données sous forme de liste chaînée. Mais dans un vecteur, c'est sous forme de tableau. Ça veut dire que tous les éléments vont se suivre. Ça veut dire qu'on a l'accès aux éléments toujours par indice avec les crochets, avec les vecteurs. Ce qu'on n'aura plus avec des containers de type liste, par exemple. Hein. Donc, si vous faites un vecteur de pointeur sur étudiant, c'est comme ça. Alors, il se trouve que derrière la notion de container, il y a la notion de template. Et vous ne l'avez pas vu en cours, je pense encore. Hein. C'est un chapitre qu'on voit à la fin et peut-être pas, ça dépend si on a le temps. C'est une manière, si vous voulez, de faire de la programmation générique. En gros, on définit une classe vecteur qui elle-même contient des attributs dont le type, en fait, peut varier. C'est ça qu'on veut faire. C'est-à-dire que je veux pouvoir, avec une seule classe vecteur, manipuler des vecteurs d'entiers ou de réels ou d'étudiants ou de pointeurs sur étudiants, etc. etc. Je ne vais pas refaire à chaque fois une classe vecteur pour tout ça. Hein. Donc, c'est la notion de template. Vous aurez un cours dessus, mais bon, donc on ne va pas rentrer trop, ça va être trop technique pour l'instant. Hein. Mais donc, dites-vous que, en fait, quand on va déclarer un vecteur, il faut préciser, on va instancier le template, en fait, il faut préciser le type des éléments qu'on veut mettre dedans. Ça se fait comme ça, hein, entre brackets, là, inférieur, supérieur. On va indiquer ici que ce qu'on va mettre dans notre vecteur, donc en fait, dans le tableau dynamique qui est à l'intérieur du vecteur, ce qu'on va mettre, en fait, c'est des pointeurs. Et des pointeurs sur étudiant, puisqu'on est obligé d'indiquer le type de la donnée pointée pour pouvoir aller ensuite sur la donnée et la consulter. Hein. Après, vous lui donnez un nom comme vous voulez, hein, liste étudiant. Voilà. Alors, si vous faites ça, attention, vous créez un objet vecteur, hein, donc vous créez réellement, là, bon, je ne sais pas si vous voyez ma souris, vous voyez ma souris? Hein, vous créez réellement, hop, en mémoire, voilà, vous réservez une grosse zone mémoire hein, pour un objet de type vecteur. À l'intérieur, il y a entre autres un pointeur qui permet d'allouer, dans laquelle on mettra l'adresse d'un tableau dynamique. Hein. Derrière, en fait, va y avoir de l'allocation dynamique, puisque le vecteur, hein, donc il est redimensionnable. Hein, comment dire? Non seulement il peut être alloué dynamiquement dès le départ, si vous précisez ici un nombre de cases. Là, ça va m'allouer dès le départ un vecteur de 20 cases pour des pointeurs. Si je mets rien, en fait, hein, donc j'appelle le constructeur par défaut, ça va me créer un objet vecteur en mémoire. Mais attention, le tableau qui est à l'intérieur, il ne sera pas alloué. Hein. Comment vous expliquer ça? Donc, ici, donc je vais le marquer ici. Donc, c'est la déclaration d'un vecteur de pointeur sur étudiant. Hein, donc ça, attention, alloue un objet. Enfin non, ça alloue, oui, ça alloue automatiquement. Hein. Donc, réserve l'emplacement. Je vais marquer parce qu'allouer, vous allez croire que c'est du dynamique. C'est une allocation, hein, c'est automatique. Déclaration d'objet, hein, il n'y a pas de new là. Alloue l'emplacement, donc, pour un objet de type vecteur. Vector. Mais attention, donc, si constructeur par défaut, attention, si vous appelez le constructeur par défaut, c'est ouvert. Attendez, excusez-moi, interruption. Alors, si vous appelez le constructeur par défaut, hein, donc sans paramètres, attention,
le vecteur, il est, comment dire, il contient aucune case. Hein. Donc, aucune case prévue. Case prévue hein, dans le tableau dynamique encapsulé, je vais le marquer comme ça. Dynamique encapsulé. Et c'est là aussi où vous voyez du coup peut-être l'intérêt de l'encapsulation, ou pas d'ailleurs, où vous dites mince, mais vous n'avez qu'à aller voir comment est la classe vecteur hein, dans l'objet vecteur. C'est que, en fait, c'est vrai que vous pouvez très bien utiliser la classe vecteur sans vous préoccuper de la manière dont les choses vont être stockées à l'intérieur. Hein. C'est le principe de l'encapsulation. C'est finalement, il y en a plein qui codent, voilà, on leur dit, bah, tu mettras ça dans un vecteur ou dans une liste ou dans une deck ou je sais pas quoi, dans une stack ou une pile. Et puis finalement, sans se préoccuper de la manière dont c'est stocké. Est-ce que c'est stocké à l'intérieur dans un tableau, dans une liste chaînée, dans un arbre, etc. etc. Donc c'est ça l'intérêt, c'est qu'à priori, on peut utiliser les classes sans avoir à comprendre comment elles sont implémentées. Bon, mais vous, là, vous êtes en train quand même d'apprendre des notions de programmation. Il faut que vous ayez conscience quand même un petit peu de ce qui se passe pour faire les bons choix. Hein, donc un vecteur, derrière, c'est un tableau. C'est un tableau dynamique redimensionnable. En gros, si on fait commencer, hein, si on, voilà, ça veut dire qu'il y a des malloc et il y a 0 égale E. Hein, donc là, ça pourrait vous sembler cohérent. Bon, ok, comme premier élément de mon vecteur, hein, je mets l'adresse de l'étudiant que je viens de créer. Normalement, ça doit planter. Je vais faire j'espère que ça va planter. C'est à cause de ce que je vais vous dire, mais je voudrais vous en convaincre. Hein. Je vais faire quoi? Pour bien voir que ça passe pas ici. Donc, est-ce que ça plante comme je le voudrais? Enfin, déjà, j'ai peut-être des erreurs de compil. Je n'ai même pas compilé, voilà, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme problème là? Ah, il faut que je lui fasse un include. Parce que j'ai fait de l'affichage dans ma classe. Donc, c'est IO stream. Ensuite, qu'est-ce qu'il me dit là? Et il faut que j'inclue étudiant.h. 8, include. Alors tiens, d'ailleurs, ça me fait penser là en rajoutant mes includes. Vous écoutez ou pas? J'ai aucun retour là. Vous écoutez? Oui. Ouais. Ça me fait penser du coup, alors qui sait sur quel problème, je ne sais plus pourquoi il y a un élève qui m'a posé cette question. Il y a un élève pour qui ça patinait. C'est-à-dire que ça compilait pas, hein. Il y avait des problèmes de linkage et parce qu'attention, il y avait, je crois que c'est dans cet exercice, l'étudiant avait fait une classe étudiant et une classe école, hein, comme c'est demandé dans la suite de l'exercice en gros. Et puis dans école.h, il incluait étudiant.h et dans étudier.h, il incluait école.h. Et là, ça peut pas marcher parce que vous voyez bien que les includes à chaque fois, ça veut dire qu'il compile. Étudiant.h, mais si étudiant.h cherche à compiler école.h, ça recommence. École.h cherche à compiler et donc il tourne en rond, ça ne marche pas. Hein, donc, faites pas comme ça d'inclusion croisée. Hein, si vous avez deux classes qui ont besoin de se connaître mutuellement, il faudra faire une prédéclaration de la classe, mais pas faire un include. Hein, on le verra quand ça arrivera. Mais attention, hein, je vous le signale parce que la personne avait perdu beaucoup de temps à cause de ça, donc je vous le signale. Donc voilà, donc attendez, on va arriver. Donc, ça plante, j'espère. Voilà, ça a planté. Vous n'avez pas vraiment vu, mais enfin, quand même, hein, ça me retourne ça, alors que ça devrait me retourner 0, et puis ça n'a pas fait l'affichage. Parce que, ici, j'ai déclaré un vecteur avec le constructeur par défaut, donc j'ai bien en mémoire un objet vecteur, mais son tableau, à l'intérieur, est de taille 0. Par contre, si ici, je déclare un vecteur, donc, directement de taille 20, en fait, le constructeur fait une allocation dynamique du tableau qui est à l'intérieur, hein, donc de 20 cases pour des pointeurs. Et du coup, là, hop, ça marche. Vous voyez, ça passe bien à fin, ça retourne bien 0, le truc marche. Donc, faites attention. Hein. Donc, comment vous le dire là par écrit, hein, je vais le marquer ici.
à ne pas faire. Voilà. Donc, aucune case allouée dans le vecteur. Donc, ça plante. Donc, attention, vous avez la possibilité, effectivement, d'accéder aux éléments par les crochets, hein, mais faut faire attention que les cases existent. Donc, c'est tout à fait possible de faire ça, parce que là, vous vous rendez compte, ah oui, mais alors du coup, donc là, je remets le cas où ça plante. Ah oui, mais alors du coup, je suis obligée de prévoir à l'avance combien d'éléments je vais le mettre, alors que c'est dynamique, etc. Non. En fait, vous avez la méthode pushback. La méthode pushback, eh bien, elle va réallouer automatiquement au moins une case supplémentaire. Alors, en fait, il y a une gestion de la mémoire, d'ailleurs, qu'on peut modifier, de manière à ce que ça réalloue pas forcément que pour une. Ça s'adapte, en fait. Si vous faites beaucoup d'ajouts, hop, ça va allouer d'un seul coup pour plein pour éviter des changements d'adresse. Enfin, bon. Mais donc, voilà. Là, typiquement, je déclare une liste d'étudiants. Je ne sais pas combien je vais en mettre dedans. Donc, je n'ai pas besoin de mettre au départ une taille. Mais je vais du coup faire un pushback. La méthode pushback, elle se charge de déclarer, d'allouer une case supplémentaire et elle met dans cette case supplémentaire l'élément que je passe en paramètre. Pushback. Et donc là, par contre, ça fonctionne. Donc, la méthode alloue une case ou plus, mais je marque une case supplémentaire. Donc, à la fin, c'est un tableau derrière. Donc, c'est l'insertion en fin qui est évidemment rapide. C'est pour ça push back. Parce qu'évidemment, l'insertion au milieu ou au début d'un tableau, on l'a déjà vu, c'est commencé, c'est pas efficace. Puisqu'il faut faire de la place, il faut décaler. Le principe d'un tableau, c'est que tout se suit. C'est ce qui permet justement l'accès par indice quand on veut ensuite parcourir le tableau. Donc, une case supplémentaire et il ajoute donc la valeur en paramètres. Donc ici, la valeur, c'est une adresse, c'est l'adresse de l'étudiant. OK? Donc ça, c'est important, c'est une erreur très, très classique. Que vous déclarez un vecteur et puis hop, du coup, vous pensez que c'est bon. Non, attention, le tableau dedans, c'est du tableau dynamique dedans. Sinon, il faut effectivement, dès le départ, ne pas appeler le constructeur par défaut et appeler un constructeur en lui passant en paramètre. Alors, il y a plein de constructeurs de vecteurs, je vous renvoie au cours, lui passer en paramètre, par exemple, la taille de départ, et là, il y a une première allocation au départ. Moi, je vous conseille de faire des pushbacks pour l'insertion et de garder l'accès au crochet pour le parcours et la consultation. Bon, sauf qu'évidemment, on peut quand même insérer dans un vecteur, pas à la fin. Donc, vous avez toujours les méthodes insert. On va regarder ça ensemble. Bon, là, ce n'était pas ce qui était demandé dans l'exercice, mais comme, c'est pour vous faire travailler un petit peu. Donc, je vais en rajouter un autre. Je vais vous faire une autre manière de faire. Je peux très bien rajouter un étudiant comme ça. Ça fonctionne aussi. New étudiant. Hop. Directement. Je crée un nouvel étudiant et aussitôt, j'envoie son adresse pour qu'elle soit stockée dans le vecteur. Attention que là, du coup, au niveau du main, par contre, je n'ai pas l'adresse de l'étudiant. Ça marche aussi de faire comme ça. Nous, étudiants. Donc, hop, ici. Voilà, je peux faire ça. Ça marche aussi. Et donc là, pour tester, faites un std2.cout, hop, taille du vecteur, nombre d'étudiants, on va marquer. Comment est-ce qu'on fait pour récupérer la taille d'un vecteur? On a la méthode size. On l'avait déjà pour la classe string d'ailleurs. Donc, hop, liste étudiant. Donc, de toute façon, normalement, vous devriez avoir la complétion. Quand je fais ça, regardez, hop, ça m'affiche ici toutes les méthodes en fait de la classe étudiant. Donc, si je tape size, hop, je ne sais pas pourquoi ça la trouve pas. Je vous montre un truc, mais si ça y est, ça l'a trouvé. Je ne sais pas pourquoi ça va afficher. Donc voilà.
Et donc, vous pouvez tester. Hop, hein. Nombre d'étudiants, 2. Hein, j'ai bien fait 2 pushbacks dans mon truc. Du coup, j'enlève ça. Le fin là qui n'avait pas de sens. OK. Donc voilà, hein, un petit peu la gestion donc, d'une collection. Vous avez des questions. Alors après, pour enlever, pour supprimer, vous avez les méthodes erase hein, qui permettent de supprimer un élément donné, ou les méthodes, vous avez la méthode popback pour supprimer le dernier élément. C'est pareil, hein, les suppressions à la fin d'un tableau, ça va. Bon. Les suppressions à l'intérieur d'un tableau, il faut combler les trous. C'est comme, il y a la même problématique. Hein, c'est un tableau derrière, il y a les mêmes problématiques qu'en C. Donc voilà, c'est moins efficace. Hein. Pour vous montrer, je répète, hein, n'hésitez pas à aller consulter. Vous n'allez pas tout retenir par cœur. Retenez les méthodes principales, hein, mais pour vous montrer qu'en plus, il y a beaucoup de surcharge. Allez regarder donc dans c++.com. Je vais vous du coup me baser là-dessus parce que je ne vais pas vous coder toutes les possibilités. Hein. Donc vous avez une description qui est assez bien faite de la classe vecteur. Vous n'êtes pas obligé de tout comprendre. Hein. Voilà, mais vous avez les méthodes. Hein. Ça vous indique effectivement voilà, que vous disposez de l'opérateur crochet pour accéder à un élément, mais vous avez également la méthode at. Hein. D'ailleurs, quelque part, c'est plus objet. Hein. On passe par une méthode et on n'a pas un accès direct. Bon. Front pour consulter le premier élément, back pour consulter le dernier. Attention, hein, donc ça ne l'enlève pas hein, du tableau. Et par contre, vous avez pop back qui supprime le dernier élément. Il n'y a pas de pop front parce que c'est pas efficace, donc c'est pas prévu. À ce compte-là, il faut passer par les méthodes erase. Hein. Vous avez insert et erase, là, on prononce, pour insérer. Hein. Alors, juste pour vous montrer un petit peu qu'il y a énormément de méthodes disponibles hein, et que donc c'est surchargé, si on regarde les constructeurs de vecteurs, vous voyez que vous avez tout ça. Hein. Donc bon, alors après les classes d'allocation, on ne va pas en parler, mais typiquement, voilà, vous avez un constructeur qui peut recevoir en paramètre un entier. Puis d'ailleurs, il y a des valeurs par défaut pour les autres, donc vous pouvez passer que l'entier. Du coup, c'est la taille de départ, en fait, oui, c'est pas très évident pour vous ça. Hein, c'est la taille de départ du vecteur. En fait, on ne met pas les autres paramètres, il y a des valeurs par défaut. Vous avez vu le paramétrage par défaut. Donc normalement, vous devriez comprendre ça, mais bon. Hein, et puis, on peut construire un vecteur à partir d'un autre container, en fait. C'est ici. Bon, c'est un peu plus compliqué. Je ne sais pas si vous l'avez vu en cours. Je peux donner, en fait, une adresse de début et de fin qui correspondent donc aux adresses de début et de fin d'un autre container. Et du coup, ça va copier. Hein, ça va copier les valeurs de l'autre container, d'un autre vecteur, par exemple, hein, dans le nouveau. Et puis, on peut faire, évidemment, créer un vecteur par copie intégrale d'un autre vecteur. Ce qui est plus intéressant peut-être pour vous, c'est d'aller regarder ici. Voilà, les exemples qui sont donnés. Là, on crée un vecteur, attention, de 0 case, constructeur par défaut. Là, on crée un vecteur, attention, alors, donc là, de 4 cases, et je pense que toutes les cases sont initialisées à la valeur 100. Et puis ici, on crée un troisième vecteur. Donc, là, on aurait pu mettre que 4. Hein. Si vous mettez que 4, ça alloue un vecteur de 4 cases sans initialisation des cases. Et puis là, il y a un troisième vecteur, en fait, qui est créé donc, en copiant les éléments du second. Hein, second.get. Vous avez vu les itérateurs en cours, normalement. Moi, je ne peux pas refaire tout le cours. Hein. Vous avez vu les itérateurs en cours. Donc, quand vous avez un container, en fait, vous avez les méthodes begin et end qui retournent des itérateurs, des références sur, si vous voulez, la première case et la case d'après. Attention. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, la seconde.begin va contenir l'adresse de la première case de mon vecteur seconde et seconde.end va contenir l'adresse de la fin de la dernière case de mon vecteur, hein, du tableau qu'il y a dans le vecteur. Ce n'est pas l'adresse de la dernière case. Donc, attention, il ne faut pas en fait aller sur second.end. Là, c'est une case qui n'est plus réservée. Hein, les adresses des cases du tableau, ça va de second.begin à second.end -1. Bon, revoyez votre cours. Bon, c'est juste pour vous montrer, n'hésitez pas à consulter, vous avez des exemples. Hein. Et donc, voilà. Alors, pour parcourir un vecteur, du coup, je ne sais pas si c'était demandé dans l'énoncé, mais du coup, on va faire ça jusqu'au bout. Pour parcourir un vecteur, de même,
Ah oui, j'ai pas fini avec les méthodes insert. Bon, là, j'ai fait le pushback. Consulter également les méthodes insert pour insérer, erase pour supprimer. Elles sont ici. Donc, voilà, pareil, il y a de la surcharge. Donc, vous pouvez indiquer soit la position, donc l'indice dans le tableau sous-jacent. Attention, la position commence donc à 0. Vous voulez insérer un nouvel élément et puis la valeur du nouvel élément. Mais vous pouvez indiquer également l'indice de la position à laquelle vous l'insérez, la valeur de ce que vous voulez insérer en termes de paramètres, et puis le nombre de cases où vous voulez l'insérer en fait. Bon, ça va. Il prévoit, comme toujours, on prévoit plusieurs manières de faire les choses. Et puis ici, c'est pour dire à partir d'où on veut insérer, si on veut copier, si vous voulez, à l'intérieur d'un vecteur, une partie, par exemple, d'un autre vecteur. Donc, toujours, c'est utiliser l'itérateur. Je ne vais pas trop vous compliquer, mais bon, voilà. Pareil, il y a les méthodes de suppression. Ici, ce n'est pas spécialement demandé, quoique. Non, oui, on va faire des suppressions. Quand on va libérer correctement, attention, notre collection, il va falloir faire attention. Il va falloir effectivement supprimer les éléments, mais ça ne va pas suffire. Parce que si vous supprimez les éléments, qu'est-ce que vous supprimez? C'est des pointeurs. Mais ça ne va pas libérer la mémoire sur les objets pointés. Donc, il faut avoir conscience de ça. Donc, parfois, on ne veut pas. Je peux imaginez que j'ai plusieurs listes d'étudiants. Je ne sais pas moi. Liste des étudiants j'ai de manière à gérer efficacement une application, j'ai une liste qui contient des pointeurs sur tous les étudiants. Puis après, pour chaque promo, j'ai des listes qui pointent que sur les étudiants de la promo, etc. Donc, vous voyez qu'un même étudiant, il va être pointé par plusieurs listes. Si je le supprime d'une liste... Ouais. Madame, ici, si on enlève une case, on supprime une case de la liste des étudiants, là. Ouais. Du coup, on supprime juste un pointeur, mais donc on ne va pas supprimer l'étudiant. C'est ce que je voulais expliquer. Donc, mais nous, ça dépend. On veut quoi? On veut faire quoi, là? Parce que déjà, on n'en parle même pas, là. Exactement. Ce n'est pas précis dans l'énoncé. Je suis désolée, les énoncés sont un peu flous. Bon, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. Mais donc, effectivement, c'est pour ça, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Si je voulais, là, par rapport à l'énoncé, à la fin, on va libérer la mémoire, on va libérer les étudiants, évidemment. Mais ayez conscience. Imaginez, je répète mon petit exemple, là. Imaginez que vous ayez donc, dans une école, une liste de tous les étudiants. Et puis, pour des questions de rapidité d'accès aux informations, vous avez également une liste des étudiants pour chaque promo. Ça veut dire qu'un même étudiant, tiens, vous là qui me posez la question, je ne sais pas quel est votre nom, tiens. C'est Paul Adrien. Paul Adrien, voilà. Paul Adrien. Du coup, je vais avoir en mémoire un objet Paul Adrien, avec son nom, toutes ces informations, mais il va être pointé par plusieurs listes. Par la liste générale des étudiants et également par la liste, donc là, vous êtes en promo quoi, vous êtes en promo 2024. Voilà. Mais à la fin de l'année, je vais vous enlever de la liste promo 2024, mais je ne vais pas vous supprimer. Parce que vous êtes toujours dans la liste générale des étudiants. Et d'ailleurs, après, je vais vous ajouter dans la liste de la promo 2025. Donc, dans ce cas-là, il faudra juste faire un erase, mais il ne faudra pas faire un delete. Il ne faudra pas vous déléter, quoi. Voilà. Donc, là, il n'y a pas de contexte. Donc, il faudrait du coup qu'on rajoute complètement un cahier des charges pour dire qu'on va gérer une école qui a différentes promos et effectivement faire ce que je viens de vous dire pour voir l'exemple. Si par contre, vous êtes sûr que dans votre appli, vous avez une seule liste de pointeurs sur objet, quand vous supprimez un élément de la liste, ça veut dire qu'il disparaît, qu'on l'enlève définitivement. Dans ce cas-là, il faut penser à faire un delete. On peut le faire en exemple. Là, je ne peux pas refaire tout l'énoncé, mais je peux vous le montrer en exemple. Attention, donc, si on supprime donc un élément du vecteur, je vais supprimer juste le dernier ici, du vecteur. Attention, ici, attention, dans notre cas ici, on ne supprime que le vecteur, sans libérer, en fait, la mémoire de l'étudiant pointé. Le vecteur,
sans libérer. C'est peut-être ce qu'on veut faire parfois hein, dans l'exemple que je viens de vous donner, mais voilà, il faut réfléchir à ça. Est-ce que, voilà, quand on va enlever un élément du vecteur, il faut également supprimer, si c'est un vecteur de pointeur, évidemment. Hein. Sinon, si c'est un vecteur d'étudiant, bon, alors là, hop, je supprime un élément, je supprime l'étudiant, hein, forcément. Mais si c'est un vecteur de pointeur, là, j'ai le choix. Hein. Est-ce que supprimer un élément du vecteur, ça veut dire vraiment voilà, supprimer l'élément de la mémoire et puis retirer son adresse du vecteur, ou si c'est juste retirer son adresse du vecteur? Donc, sans libérer la mémoire de l'objet pointé. Si je fais ça, d'ailleurs, on devrait pouvoir là le voir. Comment? Si je fais donc liste étudiant point. Donc, alors, ce qui m'embête, c'est que là, du coup, le deuxième, évidemment, je ne lui ai pas donné de nom. Je vais très rapidement refaire un étudiant pour qu'il y en ait un troisième dont je me souvienne dans le main pour pouvoir le montrer. Hein. Donc, j'ai un troisième étudiant ici. Bon, je peux l'appeler E3, mais je n'ai pas utilisé de E2, hein, qui lui va s'appeler Tata. Bon, OK. Hop, 2024. Et lui aussi, je le rajoute. Donc, comme hein, c'est mis à la fin, je vais avoir d'abord l'étudiant Toto, puis Titi, puis Tata dans mon vecteur. Enfin, des pointeurs sûrs, hein, c'est toujours des pointeurs sûrs, évidemment. Donc, liste étudiant.pushback. Hop, hop, E3. Et donc, si maintenant je fais donc un liste étudiant, donc je vais afficher le nombre d'étudiants ici à la fin pour que vous vous rendiez compte. Bon, après, il faudrait afficher plus de choses. Hein. OK. CD 2.2.ndel. Bon. Si maintenant je fais un liste maintenant point donc popback pour supprimer le dernier élément et que donc je réaffiche ici la taille de mon vecteur. Il va avoir diminué de 1. Sauf que, en fait, l'étudiant lui-même n'est pas libéré. Donc, si je fais, par exemple, un std 2.2.cout de E3 fichier. Ah non, du coup, je n'ai pas besoin de faire std.cout. Hein, afficher fait les cout. Hein, si j'essaye ensuite, donc attention, ça ne va pas être E3, c'est une flèche, c'est un pointeur. Hein, E3 flèche affichée. Donc, je demande au troisième étudiant ici de s'afficher. Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Donc, ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas fait des affichages de mon vecteur pour l'instant. Hein. Donc, nombre d'étudiants, 3. Je suis fait une suppression, ça passe à 2. Mais j'ai toujours accès au troisième étudiant, il n'a pas été supprimé de la mémoire. Hein. Donc, si on veut libérer l'étudiant, il faut faire d'abord un delete, hein, libérer la mémoire occupée par l'objet pointé. Donc, supprimer l'objet pointé, si vous voulez. Hein. Là, il faut faire un delete. Donc, il faudrait réellement faire donc liste étudiant. Alors là, du coup, je suis obligée de passer par un pointeur intermédiaire. Donc, je vais faire un étudiant étoile, donc je remets des variables, hein, là je code en live, hein, E4 égale, donc je récupère d'abord le pointeur, liste étudiant point, donc bac. Du coup, maintenant je peux faire un, quoi que remarquez, je pourrais, non, si je réfléchis, bon, je peux le faire comme ça, après on pourra le simplifier, je pense. Je peux faire un delete, effectivement, donc de E4. Donc là, le delete, il va supprimer, il va libérer la zone mémoire à l'adresse pointée. Hein, et du coup, maintenant, je peux effectivement l'enlever de ma liste d'étudiants. Attention de ne pas l'enlever de la liste d'étudiants avant d'avoir libéré la mémoire, parce que sinon, vous avez perdu l'adresse. Sauf si elle est stockée ailleurs, hein, mais voilà. Hein, sinon, vous l'avez perdue. Là, typiquement, regardez, alors je ne sais pas si tout le monde suit, hein, c'est compliqué à distance. Regardez, donc j'ai rajouté un premier étudiant dont je connais l'adresse, je l'ai stocké dans E. Un deuxième dont je ne connais pas l'adresse, je ne l'ai pas stocké. Un troisième dont je connais l'adresse, je l'ai stocké dans E3. J'ai supprimé E3. Enfin non, E3, le pointeur de mon vecteur, mais pas l'étudiant. Hein, donc il y est toujours. OK, donc je peux afficher ces informations. Maintenant, attention. Donc, dans mon vecteur, je n'ai plus que le pointeur hein, sur E et le pointeur sur l'étudiant là, dont je ne connais pas l'adresse, que je n'ai pas stocké.
Donc, il faut que je la récupère là. Je suis obligée. Je récupère l'adresse de ce deuxième étudiant parce que je ne l'avais pas stocké dans le mail. Donc, ça, c'est la fonction back qui retourne la dernière valeur du vecteur. Du coup, je peux supprimer ce qu'il y a à cette adresse. Et puis, je peux du coup enlever donc, cette adresse de mon vecteur. Et là, pour le coup, lui, je le diminue d'une case. Ah, ce serait ça la démarche. Mais du coup, je n'ai pas reprévu d'affichage. On ne va rien voir, évidemment. Hein, donc là, il faudrait que vous revoyiez. Donc là, si je refais ça, CTRL-C, hop, CTRL-V. Et d'ailleurs, si j'essaye d'afficher E4, j'espère que ça va planter. Encore une fois, ce n'est pas évident parce que ça, si la zone mémoire ne va pas être utilisée, s'il plante, c'est bien. Hein. Donc là, c'est normal. Bah, du coup, non, je l'ai supprimé, l'étudiant E4. Hein. Donc là, je ne peux plus l'afficher. Hein. Par contre, je peux toujours afficher effectivement le nombre d'étudiants. Il n'y a pas de souci. Et là, il devrait être passé à 1. Ouais, nombre d'étudiants qui vaut 1. Vous suivez un peu la démarche? Moi, j'ai juste une question. Quand on crée un étudiant, donc par exemple E3, après, on peut le mettre dans la liste étudiant, dans le vecteur liste étudiant par adresse ou pas? Bah, c'est déjà. Parce que E3, regardez, c'est un pointeur. Oui, mais si on le crée, on met étudiant E300. Ah, et vous mettez l'adresse de. Ouais. Oui, bah oui. Parce que moi, je l'ai fait, mais j'arrive pas à afficher après. J'arrive pas à afficher les informations à partir de la liste étudiant, de l'étudiant 0, par exemple. Bon, attendez, vous avez fait ça, en fait. Vous avez étudiant, donc E5, sans voilà. Pointeur. C'est ça, exactement. Et vous avez directement initialisé ici son nom, hop, et sa promo. Comme ouais, c'est ça. OK. Et du coup, vous faites un liste étudiant.pushback. Ouais. Et cette fois, de adresse. Ouais, exactement, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et donc, si je veux afficher les informations sur l'étudiant, donc vous le récupérez avec un bac. Oh non, vous faites avec un crochet. Bah, j'ai essayé de faire avec un crochet, mais ça marche pas. Deux points, c'est out. Donc, on va passer à la ligne pour voir quelque chose. Et donc là, normalement, on peut faire, attention, donc liste étudiant, crochet 4. Attends, j'en ai mis combien? Ah non, mais attendez, parce que moi, j'ai fait des suppressions. Hein. Donc, on était passé à 1, il n'y en avait plus qu'un. Après mon pop-back d'ici. Hein. J'en ai mis 3. Un pop-back, il m'en reste 2. Un pop-back, il m'en reste 1. Un push-back, il y en a 2. Je vais afficher donc le deuxième, celui que je viens de rajouter. Donc, attention, l'indexation commence à 0, donc c'est 1. C'est un pointeur. Hop, et je demande d'exécuter sa méthode affichée. Vous avez fait ça? Je vois pas, là, votre écran, il ne s'actualise pas. Ah non, c'est pas normal, ça. Ceci dit, attendez, parce que du coup, j'ai un partage. Vous voyez pas mon écran? Attendez, je vais défaire le partage et le refaire. C'est pas normal. Ouais, c'est bon, ouais. Ça marche. Attendez, ce que j'ai fait oui, là. c'est ce que j'ai fait, oui. Non, c'est normal que j'ai une erreur. Hop. C'est ça. Donc, si vous faites ça, ça m'affiche bien AAA promo 2025, hein, si j'arrive à l'afficher. Alors, vous voulez me partager l'écran? Faites un partage d'écran, tiens. Hein. Allez, je vous laisse me partager l'écran. Pas de raison. Hein. Là où il faudrait faire attention, hein, là, ce qu'il ne faudrait surtout pas faire, mais je ne pense pas que c'est ce que vous faites, c'est imaginer que vous êtes dans une fonction, dans un autre sous-programme. Vous déclarez localement un étudiant. Vous mettez son adresse dans le vecteur, par exemple, qui est passé en paramètre. Alors là, pour le coup, attention, hein, parce que vous mettez l'adresse d'une variable locale, elle sera libérée dès que vous quitterez le sous-programme. Donc, vous aurez l'adresse d'un truc libéré dans votre vecteur. Hein. Mais là, ce n'est pas ce que j'ai fait. Je ne vois pas votre écran. Vous l'avez partagé? Oui, je suis en train de partager là. Attendez, je vais refaire le partage. Là, vous pouvez voir là, normalement. Ouais. Ok, bon, du coup, là, j'ai fait ça et ça fonctionne pas. Attendez, parce que moi, du coup, je vois pas, c'est tout petit. Attendez, j'augmente la taille du truc, là. Alors, étudiant, ok. Donc, vous avez un identifiant promo. Donc, getId, là, ça marche. E.affiché, ça marche. Ouais, tout ça marche. Étudiant.pushback, adresse de E. Non, mais c'est normal. C'est la même erreur que ce que je viens de faire. Je vous l'ai montré. Ah, c'est la même erreur. C'est une erreur classique. Hein. Bon, mais il ne faut pas le faire. En fait, il ne faut pas... Vous pouvez liste étudiant, flèche affichée.
c'est quoi? C'est l'équivalent de ça, sauf que comme liste étudiant, c'est Eh un oui, mais du coup, pointeur sur. non, parce que là, regardez, vous le mettez dans un STD 2.2.cout. STD 2.2.cout, il faut lui passer un entier ou un flottant ou machin. Mais là, vous lui passez un appel de méthode qui d'ailleurs ne retourne rien. Hein. Donc, enlevez le STD 2.2.cout puisque c'est dans la méthode affichée qu'il y a déjà. Ah, ok. Voilà, tout bêtement, c'était ça. Super, merci. Hein. Le cout, il est dans la méthode affichée que vous appelez. Donc voilà, attendez, du coup je refais le partage. Bon, du coup on a passé beaucoup de temps aussi sur cet exo. Enfin bon, si ça vous permet d'avancer. Hein. Donc voilà, alors on n'a même pas été jusqu'au bout de l'exo, puisque dans l'exo, on souhaite maintenant inscrire un étudiant dans une école, implémenter les classes et méthodes nécessaires pour cela. C'est juste, alors je peux le faire très vite fait, je vois qu'il reste peu de temps, mais on peut le faire. Ça veut dire qu'il faut qu'on rajoute ici. Hein. On va faire une nouvelle classe, fly new class. École. Hein. On a une classe école, si on peut, je ne sais pas s'il faut prévoir un destructeur, peut-être que quand on détruit l'école, on détruit les étudiants. Si c'est que l'école qui les... Ouais, vraiment, c'est un peu débile. Vraiment, mais bref. madame, j'ai pas mis les délais tout à l'heure. Créer une classe école. Pourquoi on doit créer une classe école là? Parce que c'est moi qui ai compris l'énoncé comme ça, mais vous êtes plein à ne pas l'avoir compris comme ça. C'est ce qui apparaît dans l'énoncé. Quand on veut inscrire quelqu'un dans une école, c'est juste on met l'adresse de l'objet dans la liste des étudiants. Du coup. Oui, mais l'idée, parce que je connais un peu Monsieur Didler, donc je vois ce qu'il attend. Et puis bon, voilà, j'ai l'habitude de la pédagogie. Mais l'idée, là, moi, je vois école, tout de suite, je me dis, va y avoir une classe école et on franchit un cap, encore une fois, hein, comme on l'a vu. Le 303, on avait un objet qui contenait d'autres objets. Le 304, on avait un objet qui contenait un pointeur sur un autre objet. Et maintenant, le 401, à la fin, on va avoir un objet qui contient une collection de pointeurs sur d'autres objets. C'est ça l'idée, hein, c'est petit à petit d'aller en complexité dans l'emboîtement, dans l'imbriquement des objets les uns dans les autres. Donc, c'est pour ça que moi, je le sens que c'est ça. Je suis d'accord que ce n'est pas suffisamment explicite dans l'énoncé. Bon. Mais alors, l'idée, ce serait ça. Ce serait du coup que, si vous voulez, en gros, si vous faites un diagramme de classe, hein, que vous ayez une classe école, une classe, du coup, désolé, je n'ai pas le temps de faire le schéma, une classe étudiant et une école possède une liste d'étudiants, une association entre école et étudiants avec une cardinalité de étoile. Hein, une école contient plusieurs étudiants, donc une liste d'étudiants. Et donc, du coup, dans la classe école, c'est ici qu'on déclarait notre liste, en fait. Hein. Ce qui était fait dans le main, en gros, hein, et maintenant, on le formalise bien, mais dans l'école. Voilà. Et donc, ça ferait ça. Et là, l'idée, ce serait que, donc, c'est ça qu'il faudrait que vous continuiez, hein, ce serait que du coup, quand on construit une école par défaut, qu'est-ce que ça fait? Alors, une école, il faudrait qu'elle ait un nom ou j'en sais rien. Bon, rien, ça va juste... Pourquoi que les vecteurs, ça doit être un pointeur à l'intérieur? À l'intérieur du vecteur ici? Oui. Là, l'idée, hein, c'est que ce soit effectivement une association. C'est-à-dire que, voilà, je suis d'accord que si vous faites une application, un programme, hein, qui ne sert que pour une école, quelque part, l'école, voilà, elle possède la liste de ses étudiants. Et puis, quand un étudiant quitte l'école, il est supprimé entièrement, hein, de la mémoire. Donc, on pourrait imaginer que c'est une composition ici et du coup faire un vecteur d'étudiants. Mais j'ai pris tout à l'heure comme exemple, hein, le cas où il y a des listes qui se partagent des étudiants. Vous voyez? Et donc, dans ce cas-là, c'est obligatoire qu'on ait des pointeurs. D'accord. Si j'ai qu'une liste, là, c'est effectivement, je peux mettre en dur. Imaginez que maintenant, je fasse une application qui permette de répertorier tous les étudiants de toutes les écoles d'ingénieurs d'Île-de-France. Un étudiant, il peut passer d'une école à l'autre. Donc, du coup, il n'y a pas de notion de possession, vous voyez. Donc, ça ne va pas être déclaré en dur. C'est, voilà, j'ai des objets étudiants. Et puis, quand il s'inscrit dans une école, je fais pointer l'école dessus. En fait, j'ajoute son adresse à une liste. Mais il peut très bien changer d'école. Hein, et dans ce cas-là, il n'est pas supprimé. En fait, c'est juste qu'on le met dans une autre liste, etc. Hein. C'est une question de conception derrière. Si c'est de l'agrégation, forcément,
c'est des pointeurs. Si effectivement l'objet ici englobant, il possède réellement les étudiants au sens où un étudiant il peut pas être dans plusieurs écoles et puis si on détruit l'école, on détruit les étudiants, là du coup ça devient de la composition et la composition je peux la traduire des deux manières. J'ai le droit de laisser comme ça ou bien j'ai le droit de faire comme ça. Parce que là, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que du coup, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais détruire un objet école, je vais détruire son vecteur et son vecteur, il contient directement dans chaque case les objets étudiants. Donc, je vais détruire tous les objets étudiants. Alors que quand j'ai un vecteur de pointeur, quand je vais détruire l'école, je vais détruire son vecteur, je vais juste supprimer en fait les adresses. Mais je vais pas, il contient pas, vous voyez, le vecteur, il contient juste des pointeurs. Je supprime juste les pointeurs. Je ne supprime pas les objets pointés. Je ne supprime pas les étudiants. Et donc, les étudiants, peut-être qu'ils sont dans d'autres listes, ailleurs, etc. Ils ne sont pas supprimés. Voilà, c'est la conception qui va m'indiquer ça, en fait. Est-ce que je mets des étudiants en dur ou est-ce que je mets des pointeurs sûrs? Et donc là, l'idée, c'était que vous ayez ça. Bon, donc on reste dans l'esprit de l'agrégation, puisque c'est quand même l'énoncé du TP, de l'exercice. Non? Ah non. Bon. Enfin bon, on vous demande de gérer des pointeurs. Donc c'est que derrière, il y a quand même un esprit d'agrégation. Bon, bref. Et donc là, l'idée, c'est que du coup, vous voyez, on fasse plus comme ça, là, comme on a. Là, j'ai fait un petit main de test, en fait, mais que voilà, on a une vraie gestion donc des listes d'étudiants et que donc on est dans les méthodes, ajouter étudiant. Ajouter étudiant. Hop. Et donc, ajouter étudiant, là, il y a plusieurs possibilités. On peut imaginer qu'on ajoute un nouvel étudiant, qui avait, on saisit, on a les informations sur l'étudiant juste au moment où on l'ajoute. Dans ce cas-là, on va dire que quand on ajoute un étudiant, il faut les informations pour créer sa fiche, en gros. Et donc, on va passer en paramètres. Ça, c'est la surcharge, son nom et son année de promo. Bon. Mais on peut imaginer qu'on va ajouter un étudiant. Alors ça, ce serait plutôt valable s'il y a plusieurs écoles ou bien si j'ai plusieurs listes. La liste de tous les étudiants, la liste de la promo 2000 machin, etc. On peut imaginer qu'on ajoute un étudiant, et ça marche aussi, surcharge, qui existe déjà en fait, qui est déjà dans ma mémoire quelque part. Donc dans ce cas-là, ce que je vais passer à la méthode, hop, c'est juste un pointeur sur un objet étudiant. On peut prévoir plusieurs manières de faire. Surcharge. Méthode d'ajout. Plusieurs possibles. Et puis pareil, donc il y aura les méthodes, supprimer un étudiant, rechercher un étudiant, etc., etc., etc. Donc voilà, l'idée c'est ça en fait, c'est que petit à petit, mais c'est vrai que je suis d'accord, c'est pas assez précis dans l'énoncé, petit à petit, vous alliez vers une appli un programme un peu plus conséquent, qui permet vraiment de gérer des listes d'étudiants, mais en orienté objet, donc avec des objets qui encapsulent ces listes et qui sont chargés de les gérer. Donc ici. Il n'existe pas encore. Ou s'il existe déjà. On a déjà sa fiche, en fait. Je ne sais pas comment vous l'exprimer. Je suis d'accord que c'est un peu, les énoncés sont un peu vagues, mais en fait, là, je pense que je vois bien l'idée qu'il y a derrière, c'est que vous avez plein de petits exos pour tester un petit peu toutes les notions. Et on veut qu'il reste suffisamment simple pour normalement en faire 3 à 4 par séance. Résultat, on en a fait 2. Mais bon. Le problème de l'orienté objet, c'est typiquement celui-là. C'est que tout de suite, c'est long quand même à coder. Si on veut faire un truc un peu conséquent et un peu intéressant, c'est long. Donc voilà, pour ceux par exemple qui refont une deuxième année, si vous avez vu l'année dernière, c'était M. Fercoq qui faisait le cours. C'est vrai que c'était pas du tout cette approche-là. Alors là, on avait des gros exercices qui traînaient parfois sur plusieurs TP, que petit à petit on complétait.
Alors, il y avait le gros avantage que du coup, c'est vrai que c'était super carré au niveau des énoncés, tout ça, et que voilà, c'était génial au niveau de l'intérêt. Par contre, difficulté, du coup, il n'y avait pas d'entraînement, de petits entraînements suffisamment techniques. C'est très compliqué de combiner les deux. Hein, donc peut-être que voilà, faut attendre un petit peu et dans des exercices, quand vous aurez un petit peu vu toutes ces notions, on pourra faire un exercice un peu plus conséquent où vraiment on met tout en place selon l'approche objet. Voilà, voilà. Bon. Bah, je suis déjà dépassée. Oh putain, puis j'enchaîne un TD. Je vous laisse parce que j'enchaîne un TD 1G1 là. Bon, vous essayez de continuer, puis j'espère qu'on avancera plus vite en TP.